Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, le podcast tech qui sent la frite et la bière. Ce soir, nous allons parler des quelques guides pour s'y retrouver dans l'open source. Nous allons faire un petit compte rendu de Tokyo Game Show. Voilà, le colloque de Tokyo Game Show de 2013. Et oui, on a la chance d'avoir un chroniqueur en direct du Japon qui était là-bas. On vous parlera notamment de Puyo Puyo Tetris, Strider Ryu et Rise Son of Rome. Enfin, on va voir tout ça ensemble. Et ensuite, nous allons parler de GTA V. Et pour finir, les nanotechnologies ou quand la science dépasse la fiction. Comme vous avez pu l'entendre, on a une soirée assez chargée. Alors, je propose qu'on ne traîne pas. Tout de suite, on va lancer les festivités avec l'accueil des chroniqueurs. Nous avons Titi. Bonsoir Titi. Bonsoir tout le monde. Alors Titi, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours ? Ben, je suis fier, ça fait 3 mois environ que j'ai pas lâché Dofus et ça c'est très geek. Voilà. C'est pas mal. Nous avons Valentin, bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors Valentin, même chose, question geek, 15 jours. J'ai commencé le deuxième volet de Plants vs Zombies. D'accord, alors sur Skype nous avons Orlando, bonsoir Orlando. Bonsoir à tous. Orlando, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours ? Alors, ce que j'ai fait de plus geek ces 15 derniers jours, à part aller au Tokyo Game Show, ça a été de finalement mettre à jour mon téléphone Android. J'ai réussi à le dérouter, de le mettre à jour et à le router de nouveau. Ah ouais, ok, formidable. Nous avons Grumpy qui est sur Skype aussi. Bonsoir Grumpy. Hello. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours ? Alors, il y a 2 semaines, j'étais à la convention organisée par la Guilde des Films qu'on a reçue il y a 1 mois dans le podcast, où j'ai participé à 2 tournois. C'était très intéressant et j'ai même gagné un prix. T'as même gagné quoi ? Un prix. Ok, très bien. Tu peux parler un tout petit peu plus fort, Grumpy. On t'entend pas très bien, ouais. Ouais. Pas du tout pour moi. Ouais, c'est peut-être parce que voilà, si tu sais parler un peu plus fort, ça serait bien. Alors, avant de commencer les sujets, j'ai quelques petites recommandations ou quelques petites annonces à faire passer. Ah, ça c'est trop fort. Désolé. Et là ? Là, c'est nickel. Là, c'est bien, ouais. Voilà. Désolé. C'est très bien comme ça. Alors, quelques petits messages de service, c'est qu'on participe au concours des Golden Blogs. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est les Golden Blogs ? Bien sûr. Alors, chaque année, on élit un petit peu comme il y a les Emmy Awards ou les Golden Globes. Globe, ouais. Voilà. La meilleure chanson, etc. Sauf qu'ici, c'est le meilleur blog. Et du coup, chaque année, on a inscrit. Une année, on a fini 11e. Et il faut savoir que pour pouvoir aller à Paris et manger des petits fours gratuitement, il faut être 10e. Donc, ma frustration énorme pour l'instant, c'est... Merde. On vient de passer 8e là. Excusez-moi, le coloc vient de renverser son verre de vin rouge sur son ordi. Il y a un raz-de-marée chez le coloc. Bon, il boit pas de la bière. Si je tape une touche sur 2, c'est pas ma faute. Et donc, votez pour nous. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas obligé de renverser du vin rouge sur votre ordinateur, vous allez cliquer avec votre petite souris. Il y a une icône sur Geeks League un peu en bas. À droite, vous verrez, il y a une icône avec un petit pouce, vous cliquez dessus et hop, ça nous fait une voix pour nous. C'est un vote par jour et par IP. Donc si vous allez... Ah bon, on peut voter plusieurs fois. Voilà, vous pouvez voter au boulot, vous pouvez voter chez vous, chez votre grand-mère, chez votre chien, etc. Chaque Je IP. crois même que c'est par appareil, je pense que c'est un cookie qui est seté. Ouais, ah ouais, mais il y a moyen de faire des bots alors. Alors si vous savez faire des bots qui cliquent, allez-y, réglez-le sur Geeks Non, League. il faut pas abuser, c'est pas bien. Non, mais on est sans scrupules. Nous on veut les petits fours, on veut bouffer à l'œil. Il y en a marre. Alors que t'es cher. Allez, une dernière chose, c'est que je remercie notre partenaire Xleak qui, grâce à qui on a nos caméras HD, nos éclairages et tout ça, grâce à qui on peut avoir une belle peau et un beau teint. Merci à toi, Xleak. Allez, tout de suite, on va lancer dans le vif du sujet. On va parler de l'open source, les guides présentés par notre petit Grumpy. Comment va ton ordi ? Tu m'as pas présenté. Oh, je t'ai oublié. Et bien sûr, mais non. Je m'en vais, moi, putain. Je voulais te garder en guest star, toi. Et bien sûr, de retour, improbable, le colloque, mesdames et messieurs. Et je viens de renverser un verre de vin rouge sur mon laptop, ouais. Bon, pour faire de la pub, c'est un Asus, hein. Alors, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours, à part acheter un ordi? J'ai joué à Pou, et je joue toujours à Dofus. Je vais arriver niveau 199. Alors, est-ce que c'est vrai que pour faire 199 à 200, c'est autant d'XP que de 0 à 199? Et ouais, malheureusement, ouais. Ah ouais, c'est un peu déprimant, hein. Ouais, bon.
Mais tu gagnes plus d'XP quand t'es level 199 que level 1. Donc à mon avis, allez, c'est la moitié quoi. Ça va plus vite quand même, mais un an ou deux, pas plus. Ça fait mal, 1 an à mon avis. Ok, allez, on va tout de suite lancer le sujet de Grumpy. C'est parti, jingle. Alors, donc comme le disait le titre, je vais vous parler des guides de l'open source. Je vais d'abord vous rappeler qu'est-ce que c'est que l'open source, un petit peu vous parler de ces guides et des choix qu'on rencontre, et un ou deux petits trucs pour éviter le grand troll. Donc, qu'est-ce que l'open source? Alors, l'open source, ça fait référence, tout du moins à la base, en informatique, à une liberté de redistribuer, d'accès et de création de travaux dérivés d'un code source. Le mouvement est né dans les années 70, bref, ça remonte à il y a très longtemps. Et au début, c'était uniquement le code source, mais maintenant, dans notre vie de tous les jours, on rencontre régulièrement ça dans d'autres domaines, que ce soit de la nourriture, donc des recettes de cuisine, des recettes de bière, de recettes de toutes choses. Ça peut être aussi du matériel comme des imprimantes 3D ou les modèles qui vont être imprimés sur ces imprimantes 3D. Du matériel informatique tel que des Raspberry Pi ou encore bien d'autres choses. Il y a vraiment énormément de choses. Et des bons exemples de logiciels ou de sites qui promouvoient l'open source, il y a Firefox qui est notre navigateur web, ou encore Wikipédia. Wikipédia, il y a deux choses. Il y a la plateforme qui n'importe qui peut installer, mais il y a aussi le fait qu'on puisse éditer le contenu, qui en fait un contenu dit open source, puisque chacun peut le modifier, chacun peut le copier, le redistribuer. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir sur le live. Hein. Pas de souci, on guette le live. Ok. Alors, donc je voulais parler des guides parce que l'open source, comme je disais, ça amène une liberté, mais qui dit liberté, ça demande de choisir et de décider par soi-même en général. Donc c'est des choses qui demandent du temps, et comme on n'a pas tous du temps, se fier à des guides, ça peut être très utile. Et ça permet d'éviter de comparer deux choses qui se ressemblent, qui au final font quasi la même chose, mais qui a une petite subtilité de différence qu'on va louper, et qu'on va se retrouver avec quelque chose qui ne nous convient pas. Et donc je vais vous parler de principalement 2 guides. Au départ je voulais parler de plusieurs guides, et puis j'ai un petit peu switché dans mon choix éditorial. Donc je vais vous parler de Framasoft et du guide de l'open source sorti par Smile. Donc Framasoft. Alors c'est une communauté qui existe depuis 2001 et qui depuis 2004 se retrouve sous forme d'association. Dans un premier temps, c'était uniquement un annuaire qui promouvait le libre et les logiciels open source. Puis progressivement, est venu se greffer dessus des news de toutes sortes, mais aussi et surtout beaucoup de traductions et de traductions de qualité. D'articles qui viennent du monde anglophone, mais pas seulement, ça peut être aussi de sources chinoises, russes, arabes, enfin ça vient vraiment d'un peu partout dans le monde du web, voire d'extraits de bouquins. Et c'est traduit de manière communautaire et libre, donc c'est-à-dire que on crée ce qu'on appelle un Framapad, c'est-à-dire un Etherpad, je reviendrai dessus après, et il y a le texte dans la langue d'origine, et puis chacun vient rectifier et faire un texte cohérent, si possible sans faute d'orthographe, et lisible pour tout à chacun. Donc le but de Framasoft, c'est vraiment la promotion, la diffusion et le développement de logiciels libres et open source, mais surtout l'enrichissement de la culture qui va avec et des services. Donc comme je disais, pour les traductions ils appellent Framapad. Donc Framapad, en fait, ça vient d'Etherpad, et Etherpad, pour un petit rappel, c'est la technologie qui est la base de Google Wave et Google Doc. Donc c'est un système d'édition en ligne, instantané, par plusieurs personnes, sur un même document.
Donc qui maintenant se fait assez facilement avec un Node.js, mais à l'époque où Etherpad a été inventé, c'était pas aussi simple que ça, puisque Node.js n'existait pas. Et donc ils ont fait une version customisée d'Etherpad pour les besoins de Framapad, qui est librement accessible sur leur site web. Donc le site web de Framasoft, c'est framasoft.net. Si vous cherchez dans Google, vous allez trouver assez facilement. Ben voilà, il y a énormément de choses. Le contenu peut être enrichi par la communauté, puisqu'il suffit, quand on a un logiciel qu'on veut présenter, d'aller sur la partie annuaire qui s'appelle Frama Libre maintenant, et de proposer un logiciel ou une mise à jour. Et après, un certain temps, c'est révisé et mis en ligne. Je me rappelle plus trop du processus parce qu'ils ont changé depuis la dernière fois où j'ai mis quelque chose dessus. Mais c'est vraiment une chouette communauté qui vaut la peine au moins de suivre les news, parce qu'il y a vraiment des articles très intéressants sur tout et n'importe quoi en rapport avec l'open source et le libre, mais qui viennent d'un peu partout et qui sont en rapport avec tous les domaines, pas seulement le logiciel, quoi. C'est quoi la différence entre le libre et l'open source? Alors oui, j'ai oublié de l'expliquer. Donc le libre et l'open source, c'est quoi la différence? Alors c'est presque la même chose, mais pas tout à fait. Dans le sens où tous les deux vont te donner une liberté et un accès et un partage, mais sauf que le libre est un peu plus restrictif que l'open source, dans le sens où l'open source, en gros, on te dit voici ce qui est à la base de ma création, que ce soit un logiciel libre, une vidéo, une musique, un film, peu importe. Et tu peux le modifier, tu peux le redistribuer, voilà. Tu es vraiment libre de faire ce que tu veux, voilà, avec le travail que tu avec le ce qu'on appelle le libre. Mais en fait, tu as une contrainte qui est que tu dois le garder sous un format libre. Donc c'est-à-dire que si tu fais une modification d'un logiciel, tu dois le redistribuer sous une même licence ou une licence équivalente qui n'emprisonne pas l'utilisateur. Mais tu dois aussi dire que ça vient de telle personne, ce qu'il n'y a pas dans nécessairement l'open source. D'accord. Donc le libre, ça protège un peu plus quand même le boulot des autres à la base, et l'open source, voilà. C'est en fait, partage complet. L'open source va plus souvent te donner un framework pour travailler, un outil pour travailler, pour développer sur la même base, tandis que le libre, ça va être plus un logiciel qui est qui est distribué de façon libre, donc pour lesquels tu ne payes pas pour, mais que tu dois suivre. Le fait de payer n'est pas lié au fait d'être open source ou libre. Oui, non, bien sûr. On peut avoir un logiciel du temps, payant, c'est gratuit, mais pas toujours. En même temps, Ok, en tout cas pour moi c'est clair. Merci. Il y a une petite question sur la chatroom, Prout qui disait c'est quoi ta recette de cuisine préférée open source? Je n'en sais rien parce que je n'en ai pas beaucoup en tête comme ça. C'est principalement plus des trucs finaux, genre une bière ou des trucs un peu plus évolués qu'un plat. Parce que la plupart du temps, une recette, tu peux considérer que c'est open source du sens où tu vas sur Marmiton ou d'autres sites du même genre, on te donne la recette, tu en fais ce que tu veux. On t'interdit pas de la redistribuer, t'interdit pas d'écrire un livre avec. Voilà. D'accord. Donc j'ai pas vraiment de réponse à ça. Alors, je sais pas si tu comptes en parler ou pas, mais souvent il y a des petits pictos qui sont qui représentent en fait l'open source. Tu sais, il y a un $$ barré avec deux petits enfants dessinés. Ça c'est les Creative Commons, c'est encore autre chose. C'est pas pareil. Donc Creative Commons, c'est donc dans le monde de l'open source et du libre, il y a des choses pour les qualifier, pour dire que c'est libre ou que c'est open source, qui sont les licences qu'on va avec. Alors les licences, il y en a toutes sortes, il y en a énormément. Et parmi les licences qu'on va dire open source, tu as les Creative Commons. D'accord. Où là, c'est plus à la base été créé pour un travail artistique, du genre un livre, du genre une musique ou un quoi. Podcast. On va mettre, soit tu peux faire ce que tu veux avec, soit tu peux l'utiliser mais pas dans un cadre commercial. Enfin, il y a vraiment, tu peux jouer sur le fait de le redistribuer ou non, de le fait de le modifier ou non, tu peux l'utiliser dans un cadre commercial ou non. Donc c'est trois paramètres sur lesquels tu peux jouer. Et les Creative Commons, en plus de ça, sont spécifiques par pays, où il y a des textes de loi qui ont été étudiés pour.
donc qui te garantissent quand même que ce que tu mets a une valeur légale. D'accord, c'est ça. Voilà. Ok. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes les licences open source, il y a un site qui s'appelle opensource.org. C'est très simple, qui liste, qui dit d'abord ce que c'est l'open source, et puis qui liste toutes les licences qui existent. Bon, bien sûr, c'est fort orienté logiciel et code source, parce qu'à la base, ça vient quand même de là. Mais il parle quand même de choses qui peuvent s'appliquer à des objets de la vie de tous les jours. Comme je disais, une imprimante 3D, un processeur, un objet que tu vas imprimer avec ton imprimante 3D. T'as des licences comme ça qui s'appliquent. Et alors, je voulais parler d'un autre site que Framasoft, qui s'appelle le guide de l'open source, qui m'a donné envie d'écrire cet article, enfin de ce billet, ou je sais pas comment on appelle cet épisode du podcast, qui est un guide proposé par la société Smile, donc qui est une société française de consultance qui promouvoit énormément les logiciels libres et open source. Donc là, c'est vraiment orienté logiciel. Et ce que je trouvais très original par rapport à d'autres guides, parce qu'il y en existe des milliers, c'est la manière dont c'est présenté. Donc c'est vraiment trié par catégorie. Enfin, on peut facilement trouver ce qu'on veut. Il y a la cotation de la société, parce que ils font déjà énormément de livres blancs et de guides à la base. Hein. C'est une société qui est assez connue pour ça. Et là, donc ils mettent une cotation sur le logiciel en fonction de ce que ça amène. Mais les visiteurs peuvent venir voter aussi. Et on a 6 questions à répondre. On donne une note sur 5 par rapport à la valeur. Et ces 6 réponses ont formé un graphe qui est assez visible et qui permet vraiment de mettre en avant les choses par rapport à ce qu'on a envie. Parce que, je vais passer à ma rubrique suivante, qui est comment éviter le grand troll. Mais souvent, les trolls naissent du fait que, il y en a un qui dit, moi je préfère Linux, moi je préfère Windows, moi je préfère Apple. Oui, mais moi je préfère, c'est pas une solution valable. Et avec une cotation comme ça, sous forme de graphe, on voit vraiment ce qui correspond à nos besoins à nous. Puisque celui qui va utiliser Linux, Apple, enfin Mac ou Windows, il n'a pas nécessairement les mêmes besoins. Et une fois qu'on voit son besoin, on se rend compte que ça sert à rien de troller parce que les besoins des autres sont pas les mêmes. Et du fait qu'ils ne sont pas les mêmes, la solution qui nous convient à nous ne leur convient pas. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte, et que ce système de graphes et de cotation permet d'éviter, et d'un coup d'œil, on voit directement si ça va nous convenir ou non. C'est vraiment très très intéressant, enfin, moi je trouve. Et je vous invite vraiment à aller le voir. C'est un site qui est tout récent, puisqu'il est sorti il y a moins d'un mois, 1 mois et demi maximum. Il y a déjà quelques visiteurs qui ont donné des trucs, mais c'est vraiment intéressant. Et c'est un guide qui vaut vraiment la peine, je pense, d'aller voir et de participer. Voilà. D'accord, merci Grumpy. Ah, ça y est, il a fait sa chronique, il s'est évaporé. Grumpy. Non, je suis barré. Il s'est barré, et voilà. Il fait échappe et hop, il se barre. Il va sur un autre site et il refait sa chronique. Allô? Il est à la chaîne. Il y a eu un blanc, on s'était dit. Ah oui. Ok, merci. Là, on va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de le colloque. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, mon coup de gueule, c'est la petite application Poo. Je sais pas si les gens connaissent, hein, c'est une petite application que tout le monde peut avoir sur son iPhone. C'est gratuit, c'est POU. C'est un petit bonhomme à la con qu'il faut nourrir, qu'il faut donner sa douche, qu'il faut changer, acheter une casquette, acheter un bonnet. Non mais tu peux avoir un gosse aussi. Hein. Ouais, voilà, tu peux avoir un enfant aussi, mais il y a plein de petits mini-jeux qui sont sympas. Hein. D'ailleurs, si des auditeurs ont Poo sur leur GSM, je les mets au défi de me battre sur le jeu du skateboard. Voilà, ça c'est le petit challenge pour vous ce soir. Faites plus que 1028 points au skateboard et on en reparle, bande de geeks à 2 balles. Mais en trichant ou pas? Non, tu peux pas tricher. non, on peut pas tricher. J'allumerai le GSM tantôt pour montrer pour les gens qui ne me croient pas. Hein, quand vous aurez tous perdu à 300, le mytho. Non, voilà.
Et alors, le coup de gueule à ce jeu-là, il y a comme sur la Xbox des succès. Et tu vois c'est quoi qu'il faut faire pour avoir le truc. Mais tu sais pas ce que tu vas gagner. Tu sais, ça m'énerve encore, hein. Doucement, tout attends. Non, mais... Et il y a un succès, c'est nourrir 5000 fois Pou. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je nourris 5000 fois Pou. Ça prend environ 8 heures. Parce que quand tu arrives à 50 fois, tu gagnais un costume qui était chouette. Ou 200 fois, tu gagnais un autre costume vache qui était chouette. Et là, 5000 fois, et tu gagnes juste que dalle. Y a rien. Tu fais 5000 fois et y a rien. Alors, si les concepteurs de cette application... Je crois que les mecs se sont dit, putain, ces mecs le nourrissent 5 fois, il est passé à un stade où il n'y a rien besoin de lui donner, quoi. et donc, allez vous faire... voilà, allez vous faire foutre. On met pas des succès aussi longs et pénibles pour rien offrir aux gens. Tu penses pas qu'ils se sont dit ils y arriveront jamais? Ben franchement oui, parce que quand j'ai commencé au début, j'ai fait une petite étude statistique, je me dis bon voilà, je viens de le nourrir 10 fois, ça m'a pris 3-4 minutes, 100 fois j'en ai pour une bonne demi-heure. Et donc je faisais ça dans les allers-retours en train Namur-Bruxelles et j'ai mis la semaine quoi. Et donc voilà, et je suis arrivé au bout cet après-midi parce que je voulais dire à Geeks League qu'est-ce qu'on gagnait sans aller voir sur le net. Eh ben on gagne rien. Donc ne nourrissez pas Pou 5000 fois. Vous avez juste 300 pièces et on a rien à foutre parce que pour le nourrir 5000 fois ça vous coûte 10 000 pièces. Donc on s'en fout quoi. Voilà. C'est mon coup de gueule. C'était quoi le nom du succès Nourrir 5000 fois Pou. Ah, il y avait pas Non. Ça n'a même pas un intitulé bien sympa. Rien une du tout. surprise sympathique. Comme disait Chimie sur la chatroom, c'est pour le joueur du grenier. Ah oui, voilà. Ça, on pourrait lui envoyer l'application, lui demander de saisir tous les succès de Pou. Il y en a des beaux. Mais celui-là, il est bien. C'est écrit comment, Pou? P-O-U ou P-O-O en anglais? Non, P-O-U. Je vais allumer mon GSM, je vais le mettre en mode avion. Et je vais vous montrer ça sur la caméra dans 5 minutes. D'accord, très bien. Merci le coloc. Alors, faut dire que le coloc n'est pas venu tout seul ce soir. Il est venu avec Madame Coloc. Avec Madame Coloc. Donc, mesdames qui m'ont envoyé des messages toutes les semaines. Non, le colloque n'est plus libre. Non, ça ne sert à rien. Je ne lui envoie plus vos images de seins. Désolé, c'est pour ça que je ne les reçois plus maintenant. J'ai arrêté de les transférer. Mais fallait pas en parler. J'aurais ouvert une autre boîte mail en cachette, quoi. Ah d'accord. Bon, écoute, on s'arrange après alors. Ok. Mais par contre, si ta madame s'ennuie, elle peut venir à table, nous rejoindre et discuter avec nous. Elle a peur, je pense. Ok, elle a peur. très bien. Elle a dit qu'elle montrerait peut-être ses seins à l'antenne. Ah, ça c'est bon pour l'audimat. Voilà. Donc restez jusqu'au bout, hein. Allez, on va passer à la suite. Pardon. On va la saouler, hein. On va passer à la suite. On va parler du Tokyo Game Show. Donc on a la chance d'avoir un chroniqueur qui est en direct du Japon. Donc chez lui, il est 4h, 5h du mat. Là, je sais pas trop quelle heure. Enfin, en tout cas, il est bientôt 6h. Il est bientôt 6h. Et donc il va nous faire un petit résumé de ce qu'il a pu voir à la Tokyo Game Show. C'est parti, jingle. Orlando, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller au Tokyo Game Show, donc je vais vous raconter tout ça. Donc comme tous les ans maintenant depuis 96, c'est le plus grand salon du jeu vidéo pour l'Asie. Donc ça s'est déroulé donc dans la banlieue de Tokyo la semaine dernière. Et donc malgré l'absence de Nintendo qui généralement ne vient plus à ce salon qui a ses propres présentations, la fréquentation était toujours en route puisqu'on a battu un nouveau record avec 300 000 visiteurs en 4 jours. Donc, cette année, le thème, c'était Gemu wa Shinka Shitsukeru. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'en fait, les jeux ne cessent d'évoluer. Et la chose la plus notable, justement, par rapport à ça, c'est pas vraiment l'arrivée des consoles de nouvelle génération, donc la Xbox One ou la PlayStation 4, mais plutôt la mutation mobile et l'arrivée en masse du jeu sur téléphone et l'émergence d'une pléthore de producteurs de jeux indépendants. Sinon sur le salon, comme il y a beaucoup à voir et on reviendra dessus. J'ai pris 3 jeux pour ce soir, donc alors je vais vous parler de Puyo Puyo Tetris, Rise Son of Rome et Strider Hiryu. Donc sinon les deux plus grands salons, les deux plus grands stands du salon, c'était sans contexte celui de Sony et Nintendo. Donc on sent bien qu'effectivement ils ont tous les deux de nouvelles machines qui vont bientôt sortir. Ah bah oui, donc, c'est le moment une espèce de tension. Tu m'étonnes, c'est la guéguerre.
Il y avait énormément de titres et surtout Microsoft avait et puis Sony avait présenté des gros hits et effectivement il y avait un embargo sur tout ce qui était photo et vidéo et encore aujourd'hui il n'y a pas grand chose sur le net, par exemple sur Titanfall qui est un jeu assez impressionnant sur Xbox One. Est-ce que, juste comme ça, par rapport au Japon, Oui. est-ce que les gens sont plus PlayStation ou plus Xbox? Oui, bonne question. Ça. Alors, la Xbox n'a jamais vraiment percé. Sony a toujours eu C'est une normal, avance En même temps, c'est dans le normal, pays. hein. Mhm. Et c'était vrai surtout parce que jusqu'à 2005, Sony était une marque incontestée. Mais depuis 2005, Sony est une entreprise, une marque qui rencontre des problèmes dans son propre pays. Et au jour d'aujourd'hui, c'est encore au niveau console eux qui ont l'avantage, mais c'est pas quelque chose que je pourrais garantir pour le futur, même si a priori, je pense que c'est eux qui, pour le pays, auront les meilleurs jeux. Je sais pas si vous savez, mais effectivement, la PlayStation 4 ici sortira avec 4 mois de retard par rapport au reste du monde. Ah non, je savais pas, non, je pensais vraiment que vous allez... Voilà, et en fait, l'explication officielle, c'est que les jeux prévus pour le lancement ne sont pas les mêmes que pour le lancement mondial. C'est des jeux qui sont adaptés au marché japonais. Et du coup, les éditeurs japonais de jeux vidéo ont un peu de retard sur la production par rapport aux autres éditeurs. Et du coup, Sony a 4 mois de retard justement à cause de ça. Ah ouais. Et ça permet justement de rebondir sur ce que je disais par rapport à la mutation de jeux vidéo. C'est qu'en fait, la raison pour laquelle les éditeurs japonais ont 4 mois de retard par rapport aux éditeurs américains ou européens, c'est qu'en fait, ici, le mobile a déjà pris énormément d'importance et tous les éditeurs ont bougé la plupart de leur budget sur le mobile. Et en fait, le jeu vidéo classique n'a plus autant de budget. C'est pour ça que les éditeurs sont en retard au niveau des jeux. Et comme je disais, le Japon, on voit souvent ce qui se passe avant le reste du monde, donc on peut s'attendre à ce que les éditeurs dans les autres pays fassent de même. Oh, ce serait dommage. Moi, j'aime bien une petite console de salon. Malheureusement. Bah ouais. Voilà. Surtout que, enfin, j'en parle pas aujourd'hui, mais j'ai vu des jeux, par exemple sur PS Vita, que je trouve très très intéressants. Mais après, je me suis dit, tiens, j'ai exactement les mêmes sur mon téléphone mobile. Après, on n'a pas le même confort, quoi. Un joystick, c'est toujours un joystick, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, sauf que si je me souviens bien, lors de la présentation de iOS 7, Apple a préparé quelque chose qui va unifier la gestion du joystick. Donc je ne me souviens plus du terme, mais normalement, on devrait avoir sous peu une manette pour iPhone qui serait universelle au niveau de la connexion, et on peut s'attendre à ce que ça soit les mêmes paramètres qui sont ensuite utilisés sur Android, et donc on devrait avoir bientôt des téléphones avec des vrais pads. C'est vraiment leur faiblesse, quoi. Voilà, et donc on risque effectivement d'avoir une guerre assez intéressante dans le futur. D'accord. Bah ouais, bah. Donc ça va. C'est marrant, mais Ça m'emballe pas. moi ça m'emballe pas du tout. Sarah Aussi. Connor. Ah, moi, si, contrairement à vous, moi, ça m'emballe assez bien, ouais. Ah ouais, bon. En tout cas, pour au mieux d'avoir une DS, autant avoir mon GSM. Mon GSM, Ouais, j'ai ouais. toujours sur moi. Bon, moi j'ai jamais perdu de console, mais mes GSM j'en ai perdu plusieurs. Oui, mais ça, cette voilà. fois, ça. Mais la batterie, c'est la merde. Un GSM, tu joues 2 heures, il est vide. La DS, c'est quand même jouer 5, 6, 7, 8 heures et Bah oui, ouais. t'es tranquille, quoi. non, c'est vrai que je suis perplexe parce que pour moi, pour l'instant, effectivement, je ne joue pas au même genre de jeu. Mais si demain sur console on me propose exclusivement le même genre de jeu, je vais avoir du mal à tenir le même discours. Ouais, c'est clair. Maintenant, si je peux avoir un GSM édition limitée Zelda, je suis méga preneur, quoi. Allez. T'as gagné ça, Alors ça. donc, sinon pour revenir la donc, 3G, non, au la jeu que j'ai 3G. vu. Généralement, vous savez, surtout sur PC, quand la qualité des cartes graphiques augmente, ou la vitesse des disques durs, c'est quelque chose qu'on ne remarque pas vraiment. On a plutôt tendance à la remarquer quand d'un seul coup on reprend son vieux PC, et là tout d'un coup on voit qu'effectivement c'est beaucoup moins bien. Et donc sur ce que j'avais vu de la présentation de la Xbox One ou de la PlayStation 4 lors de l'eCube aux États-Unis, je m'étais dit ouais c'est bien, c'est un peu mieux graphiquement, les univers sont plus riches, mais est-ce que vraiment j'ai envie de changer de machine? Et là au Tokyo Game Show, quand j'ai vu Rise Son of Rome, je me suis dit tiens, là franchement il y a un fossé entre la Xbox 360 et la nouvelle. Alors, tu m'as Je me suis dit. balancé des screenshots, tu me dis quand tu veux que je les diffuse.
Bah, je pense que tu peux les diffuser. Ce qui est bien avec ces screenshots, c'est qu'en fait, avant, quand on voyait ce genre de screenshots, on se disait tiens, c'est des graphiques en 3D qui ont été faits pour la présentation du jeu. Mais actuellement, quand on joue au jeu et quand on voit le jeu, concrètement, c'est ça. C'est le genre de jeu qu'on a sur console. C'est vraiment quand j'ai vu le jeu, je me suis dit tiens, mais on joue avec ça. Vraiment, on sent que voilà, on passe à la nouvelle génération. Ouais. Et donc, Moi, je trouve ça assez impressionnant, honnêtement. Je me dis, tiens, c'est des extraits d'un film ou tu sais, tellement c'est poussé, quoi. C'est ce que tu vois dans des films d'animation, quoi. Il faut aussi garder en tête que les deux générations, là, que ça soit sur Xbox ou que ça soit sur PlayStation, il y a, je pense, 7 ans d'écart. Donc, enfin voilà, voyons le bond en avant qu'on a fait en 50 ans de technologie, 7 ans de technologie, c'est énorme, quoi, sur 50 ans. Tout à fait, oui. Mais je pensais en jouant à ma Xbox ou à ma PlayStation qu'effectivement on pourrait pas faire beaucoup mieux. Mais là, effectivement, c'est mieux. C'est comme tu prends un jeu sur Xbox et tu le transfères, ou même sur PlayStation. Hein, je suis pas partisan PlayStation ou Xbox là, et tu le transfères sur un PC. Le jeu sur PC est quand même 100 fois plus beau, quoi. Et les composants, il faut être franc, hein, les composants qui sont sur PC sont les mêmes que ceux qui tournent sur la Xbox à l'instant T où la Xbox est sortie, quoi. Je veux dire, il y a une carte graphique qui vaut celle de la Xbox, quoi. Alors là, je suis en train de diffuser des screenshots de Son of Rome, voilà. C'est ça, donc vous pouvez voir, et grosso modo, c'est presque le jeu. D'accord, ça je n'ai pas la certitude que ce soit des screenshots du jeu, c'est pour ça que je garde ce conditionnel, mais grosso modo, c'est ça. Il y a un autre problème donc, aussi avec les présentations comme ça, avec les présentations qu'ils font dans les salons de jeux vidéo. Si c'est pas un jeu en direct, si c'est une photo d'une vidéo qui tourne dans le jeu, ben voilà, si une vidéo est toujours 100 fois plus belle que le jeu en réel. Si vous voyez mais là, en l'occurrence, le jeu était jouable. C'est bien une version finale, puisque en théorie, le jeu est prévu pour le lancement de la console. Donc en gros, si ça remplit ses promesses, on pourra jouer avec la qualité graphique de nos cinématiques actuelles. C'est pas mal, ça. Voilà, alors j'imagine bien qu'au niveau budget, ça doit être un peu plus cher que d'habitude. Donc on n'aura peut-être pas tous les jeux comme ça, mais en tout cas, pour le lancement, on aura sur les deux machines des jeux qui graphiquement sont assez impressionnants et qui pousseront, je pense, à l'achat. On parle de 70 € le jeu pour les deux machines. C'est énorme, quoi. 69 € GTA 5 est déjà à ce prix-là. Non, GTA 5, il coûtait vraiment pas cher parce que justement. 60 €, tu vois. Non, GTA 5, je l'ai payé 46. Non, mais parce que t'as trouvé une combine, mais sinon, tu vas au Cora, c'est un marché matinal à Bruxelles. Franchement, je te mens pas. Non, justement, par rapport à GTA 5, il y a eu plusieurs prix assez rapidement au niveau des boutiques. Ouais, dans la plupart des magasins, ils ont réussi à avoir des prix assez corrects parce que le fait que le jeu, ils l'ont tellement fait en autant d'exemplaires que ça leur est revenu à rien, ce qui part au niveau fabrication. D'accord, mais un jeu Xbox, c'est quand même 60 € quand il sort, en général. Ça, je suis d'accord, mais le GTA, franchement, était beaucoup moins cher. Ah, d'accord. Mais je sais qu'il y a des magasins qui en ont profité et qui se sont dit on va le mettre au même prix que les autres. J'ai un ou deux potes qui en ont acheté. Enfin voilà, le prix internet c'était 46 € et j'ai un pote qui l'a eu à 49 au Saturn ici à Luxembourg. Ça fait bien chez Wally qui l'ait pris à 60 €. Non, je l'ai pas acheté. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Je suis pas un fan de GTA. Il va arrêter l'émission. Ouais, mais je m'en vais. Ouais, bah allez-y, continuez avec vos GTA 5 à 45 € là, je me casse. Et je l'ai pas joué et j'avoue que je vais peut-être l'acheter sur la console de mon frangin, il va gagner un jeu, quoi. Orlando, te laisse continuer. Oui, donc moi je disais par contre GTA 5, j'ai pas pu l'acheter, il était en rupture de stock, donc il faut que j'attende. Donc sinon ensuite le jeu dont je voulais vous parler, c'était Strider Hiryu, qui est en fait la reprise d'un vieux jeu qui existait à l'époque sur Atari ST, sur Amiga, et qui était ressorti sur console entre temps. Et alors c'est un jeu qui a été remis au goût du jour, donc refait en 3D et qui a l'air super intéressant. Mais ce jeu-là m'a marqué, effectivement, c'était plutôt sur côté rétro. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'il est prévu sur PlayStation 4 et il devrait sortir courant 2014. C'est quoi? C'est des screens avec un ninja qui court, hein? Oui, c'est celui-là, oui. Okay. C'est une version 3D, et alors la présentation de ce que j'ai vu, c'est une espèce de vue latérale de 3/4, pas vraiment vue de côté. Et,
pas vraiment vu de haut, donc c'est une espèce d'isométrie latérale. C'est pas vraiment vu. Là, l'évolution graphique est incroyable, en tout cas. J'ai du mal à trouver un terme français correct. Alors, on avait quoi un autre jeu? C'était quoi? C'était Piu Piu? Puyo Et le dernier jeu, alors c'est plutôt pour le fun et c'était vraiment le jeu qui avait la file d'attente la plus grande du salon. C'est Puyo Puyo Tetris. Et en fait, Puyo Puyo, c'est un best-seller qui est sorti en 91, qui ressemble un petit peu à Tetris sur le principe. Ça sent le jeu japonais, ça. Là, Oui. alors, sauf qu'effectivement, il y a tout le côté personnage mignon, le style bien japonais, et c'est un hit depuis, et donc ça a été décliné sur quasiment toutes les plateformes, surtout Nintendo, en l'occurrence. Et puis bon, il y a Tetris, lui on ne présente plus, c'est sorti en 84, et encore aujourd'hui, c'est un des titres les plus populaires. Et donc là, en fait, ils ont fait un mélange des deux, où en fait, c'est un espèce de versus, où d'un côté, vous avez un joueur qui joue avec Puyo Puyo, et de l'autre, un joueur qui joue avec Tetris. Et en fait, à chaque fois qu'ils font des combos, ils s'envoient des briques. Oui. Et on peut inverser en cours de partie, et un peu comme sur Tetrinet, quoi. Voilà, et c'est vraiment très fun à jouer. Et ça devrait sortir sur 3DS, sur PS Vita et sur PS3. Mais je pense qu'ici, et c'est pareil en 2004 connu sous le nom de Puzzle Bubble. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, j'avais cru. C'est vraiment Puzzle Bubble, c'est aussi un jeu très fun, mais c'est pas du tout le même jeu. Ah bah j'avais cru avec l'image. Donc et pareil, il y a quelques screenshots. Ouais, je les balance là. C'est beau. D'accord. Et donc toi, c'est vraiment les 3 jeux qui t'ont marqué dans la Tokyo Game Show alors? Oui, c'est vraiment les 3 jeux. Donc, il y avait, par exemple, sur PlayStation 4, il y avait plus de 40 jeux de présentés. Donc, je reviendrai dans le courant de la semaine sur le site et puis je reparlerai la semaine prochaine. Mais je voulais vraiment commencer par ces trois jeux-là. Et je reviens sur ton jeu, la Puyo Puyo. Ils avaient sorti une version Sonic avec justement une version avec Puyo Puyo intégrée où on se battait contre différents héros de Sonic et on se battait avec un jeu à la Tetris, un Puyo Puyo. Je sais pas si t'étais au courant de ça. Moi, je vois c'est quoi un Puyo Puyo parce que ça me vient. Il y a aussi un autre Tetris qui est prévu, Tetris Monster, mais ça a l'air très fun aussi, mais je pense que Puyo Puyo, le côté versus avec des jeux différents et la possibilité de changer en cours de partie, ça me semble beaucoup plus intéressant comme concept. Ça a l'air assez rigolo, en effet. Ça plaît au coloc, ça. Ça, c'est le genre de jeu qui plaît au coloc. Ouais, d'ailleurs, ça le fait, à mon avis, péter de rire, je pense. Ah, il a les yeux pleins d'étincelles. Voilà, plein d'étoiles. J'ai nourri 5000 fois Pou. Je joue à Puyo Puyo. Hein. Puyo Puyo. Dans Puyo Puyo, il y a Puyo. Hein. Sinon, en général, c'était quoi le... Mais par rapport à Pou, comme je disais sur la chatbox, nourrir 5000 fois Pou, c'est à peine élever un enfant jusqu'à 5 ans. Son moto à 3 repas par jour, c'est seulement 5 ans. Ah, ouais, mais bon, en fait, c'est à 5 ans, Tamagotchi l'enfant, il donne avancé, quelque chose, tu vois. Il y a un retour, quoi. Il te regarde avec les yeux qui brillent, il dit papa, je t'aime. Non, là, il dit rien, il fait caca, faut nettoyer. C'est un Tamagotchi, quoi. Et question, j'insiste, j'ai déjà prévenu avant, mais t'as réussi à avoir des goodies? Oh, j'ai une enveloppe pleine de goodies qui part par la poste ce week-end et j'espère que vous l'aurez pour le prochain podcast. Oui, merci. Donc, il y a tout un tas de pochettes plastiques, des cartes, des autocollants, des éventails, enfin tout un tas de trucs. Ah, génial. C'était quoi l'ambiance générale Pardon ? L'ambiance générale du Tokyo Game Show, c'était quoi ? En fait, c'est quelque chose dont je parle pas aujourd'hui parce que je voulais faire un article et justement j'essaie d'avoir des chiffres un peu fiables. Je voulais parler des Babes. Parce que justement, avec toutes les affaires qu'il y avait eu depuis que Marlar avait fait son article, on avait même parlé de faire un article sur le site, Canard PC en avait parlé, j'avais vu des émissions sur Arrêt sur Image, ça avait fait quand même un grand ramdam en France. Je m'attendais à ce que au niveau du salon, il y ait quelque chose. Et en fait, non seulement il y avait rien, auprès de certains éditeurs américains dont je tairai le nom, ils avaient mis énormément de bébés dans des petites tenues et en fait au niveau du dossier ils disaient qu'il valait mieux éviter de faire des photos compromettantes. C'est comme au salon d'auto. Voilà. Cool. Il faut éviter de faire des photos. Il y a des magnifiques photos que tu as faites sur la page Facebook de Kicks League. Vous pouvez voir les gonzesses qui sont sur le stand World of Tank. Ça vaut 1000. Ok. Elles se mettent le canon. Exemple, et si vous y allez, n'oubliez pas de voter. On a rajouté des gonzesses sur les tanks parce qu'effectivement c'était plus vendeur.
On a mis des tanks, parce qu'on s'appelle World of Tanks. Et puis bon, ça suffisait pas. Alors on a mis des gonzesses. On en a mis une. Puis bon, elle était à côté du tank, c'était pas assez. Alors on a mis une deuxième sur le canon, tu vois. Alors on s'est dit, ça suffit pas. On va mettre une mitraillette avec la gonzesse. Alors on a mis une cornichon avec une mitraillette comme ça. Et ça, c'est World of Tanks, tu vois, mon gars. Il y en a une, elle est en dessous des chenilles, elle est coincée, tu peux la violer. Et sinon, c'est quoi votre jeu? Ah bah, c'est des tanks, hein. Mais moi, je suis désolé, mais quand on voit les photos des salons de jeux vidéo, je trouve que les bibs sont pas si choquantes que ça par rapport à des salons d'informatique. Quand tu vas à d'autres salons spécialisés pour du matériel informatique ou des trucs comme ça, je trouve qu'en général c'est plus osé. C'est vrai qu'au salon du porno, c'est un peu plus osé. Oui, non. J'allais dire, si t'achètes tes souris au salon de l'érotisme, tu vas la payer 70 € et elle est avec fil. Mais la souris vivre, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, monsieur. Justement. Justement quoi? Justement quoi, ça? Non, justement, la semaine prochaine, il y a le CEATEC 2013 qui commence ici au Japon. Donc, pendant toute une semaine, il y a un salon sur toutes les technologies innovantes. Mais là, ça... Et donc, j'irai voir aussi pour Geeks League. Et justement, je me demandais comment est-ce que pour vendre des téléphones et d'autres technologies, les téléconnectés, les choses comme ça, si effectivement, au niveau des beds, il y en avait autant que pour les jeux vidéo, si c'était vraiment un univers bien à part. À mon avis, c'est pire. Mais j'ai vu un article dans les journaux japonais, ils faisaient d'ailleurs le coup de gueule, parce qu'en fait ils ont sorti le salon de l'érotisme en même temps que le salon de jeux vidéo, et ils avaient plus une bonne à se mettre sous la dent, avec des grosses et tout, et ben ils ont pas bien tourné quoi. C'est vrai, le salon du miel c'est plein aussi, parce qu'ils avaient plus aucune bonne, ils l'ont fait en même temps que le salon de l'érotisme et du jeu vidéo. Les pauvres quoi. Et le salon du miel, ils avaient plus rien, ils avaient une grosse déguisée en abeille quoi. Voilà. Non, mais là, c'est bien s'amuser. À Bourdon. On a assez digressé. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire Non, juste pour finir par rapport à ça, non, ce qui est surtout détonnant, mais j'attends de confirmer mes chiffres, c'est qu'apparemment ici, au niveau des jeux, et en particulier des jeux sur mobile, les filles représentent presque la majorité, et surtout, si on prend la partie hardcore gamer, si on prend le nombre d'heures passées à jouer, les filles sont supérieures aux garçons. Donc c'est ça qui est le plus surprenant quand on voit... Ah oui, mais les manettes vibrent. Ok. T'as quelque chose, c'était le mot de la fin là, oui, Orlando? par rapport à aujourd'hui, oui, ça serait le mot de la fin. Ok, merci. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Titi. Coup de gueule. Coup de cœur. Ok, alors moi mon coup de cœur pour cette semaine, c'est simplement en fait sur le site de Dofus. J'ai vu en fait qu'il montrait le serveur héroïque. Je connaissais pas le principe. Je sais pas si vous connaissez ou pas c'est quoi le serveur héroïque Dofus. Oui, moi je connais. Si tu meurs, tu meurs. Tu meurs. Et ils ont fait en fait un classement des plus belles tombes du jeu. Et on peut voir qui est mort, à quel niveau et tué par qui. Et je me suis bien marré parce que tu vois dans le numéro 1, tu vois un level de 100 qui est mort. Et il y en a quelques-uns comme ça. C'est souvent le même qui bute les hauts levels. Et j'étais mort de rire en pensant à la douleur des gens. Voilà, quand il faut 1 an pour passer de 199 à 200 et que tu te crois invincible et que tu vas faire ton cake sur le serveur héroïque. Bah, voilà. Mais non, tu reviens quand même avec ton level, mais tu perds toutes tes thunes et tout ton équipement, je crois. Ah, moi je pensais que c'était une mort définitive. Tu as 3 fois plus de gains d'XP et de drop. Ouais. Mais si tu te fais buter, tu perds tous tes kamas et tous tes équipements. Mais je pense pas que ton level... Moi je pensais que ton personnage était quick. Ah, parce que là c'est vraiment dans une tombe. Il y a le personnage, ça marque les plus grosses tombes. Ouais. T'as une tombe et puis ça marque allez voir. Ah, je me plante peut-être. Faut aller fouiller les tombes alors. On va parler de GTA 5 ce soir et c'est parti. GTA 5 jingle. Bon bah voilà, j'ai été dans l'heureuse attente un peu il y a une semaine maintenant d'avoir GTA. Il faut savoir que je l'avais précommandé sur Amazon bien sûr, et je l'ai reçu le lendemain de sa sortie. J'avais pas envie de m'embêter à aller attendre la veille, etc. Et puis voilà, j'étais sûr que je l'avais. Bon, je vais l'avouer tout de suite, j'ai été travailler au boulot à 7h. Comme ça, je suis rentré très tôt. C'est-à-dire qu'à 16h, je prenais la voiture, j'étais à 5 à côté de moi qui était arrivé au boulot. Je prends la voiture, je rentre chez moi, je mets GTA dans la console, mais il marche pas. Non, je fais les trucs en parallèle parce que je me dis je dois aller pisser. Donc je vais allumer la console. D'accord ? Ça va finir parce que tu t'es fait pisser dessus. Alors, je allume la console. Dessus. Et puis il y a la mise à jour de la console. Je me dis il y a la mise à jour, je lance le CD. Je
je descends aux toilettes, je vais faire pipi. Et puis là, je remonte, et puis je vois installation. 8 gigas. J'étais à 200 mégas, ça faisait 10 minutes. Donc il m'a fallu une petite heure d'install. Après une heure d'install... C'est même pas 5% pour nourrir pouce, hein? Non, pas du tout. Après une bonne petite heure d'install, je me dis, ok, on y va. On va commencer à jouer. Hop, je lance le jeu. Une belle cinématique qui dure au moins 15 minutes, mais franchement très belle. Et puis là, ni une ni deux, hop, on est parti. On rentre dans le vif du sujet. On prend directement. C'est vrai que la cinématique, on va jouer en même temps, etc. On va intervenir. Franchement, c'est super chouette. Ils vous font découvrir directement comment va fonctionner le gameplay de GTA. C'est vraiment super agréable. Voilà, j'étais parti pour toute la nuit, quoi, vous voyez. Et puis, commence à jouer, on voit pas le temps passer. Et puis arrive 7h, il faut se faire à manger. Je vais vite chercher un plat, je coupe vite. Et puis je mange en même temps qu'en mangeant. Et voilà, c'est le jeu que j'attends depuis qu'il est sorti. J'étais à 4, quoi. Et puis, donc voilà, je commence à jouer. J'essaye la ville, je me prends ou deux flics, etc. Et là, je découvre, mais vraiment, un jeu qui est fini comme jamais, quoi. Vraiment... tu l'as déjà fini? Non, je l'ai pas fini, mais il est bien, il est vraiment bien fini. Et là, je l'ai fini. Les finitions sont vraiment super sympas. Non, je suis à 25% seulement. J'ai des potes qui sont à 80 et même qui Et t'as joué qu'hier, c'est ça? Ils ont des cernes. T'as commencé quand? Non, j'ai commencé déjà la semaine dernière. Hein. Ah, c'est pas Qui sera le premier japonais à terminer? C'est déjà fait, en fait. Non, c'est déjà fait. Si on fait que les missions principales, il y a moyen de le finir assez vite. Hein. Mais voilà, il y a plein de missions à côté, il y a plein de trucs intéressants à voir. Chaque coin de la ville a un peu sa petite, ses petites pépites. Par exemple, je sais pas, la dernière fois que j'ai joué, je me suis retrouvé, tiens, j'ai vu il y a un skatepark au-dessus du building. Je vais monter au-dessus du building. Donc je monte au-dessus du building, j'arrive au-dessus du. Enfin, c'était pas vraiment un building parce qu'il était accessible par les véhicules, mais il était plus haut, il était en hauteur, il faisait 2-3 étages. Et alors là, ni l'une ni deux, je trouve à côté du skatepark une réplique de la Lotus Elise électrique. Bon, c'est pas écrit Lotus Elise électrique, mais bon, c'est la même forme, etc. Une bagnole électrique dans GTA, quoi. Enfin voilà, je trouve que c'est génial d'avoir pensé à ça. Ce qui paraît aussi, ils ont inséré beaucoup de mini-jeux, dont notamment apparemment du tennis. Et ouais, tout à fait. On m'aurait parlé de foot, j'en sais rien. Tout à fait. De foot, j'ai pas encore trouvé, mais on peut faire du tennis, donc on peut aussi faire du triathlon, on peut faire bowling, je crois. Du bowling, ça j'ai pas vu. Je crois qu'il y a du bowling. Dans l'ancienne version, il y avait du bowling. Je crois que tu pouvais, t'avais des soirées entre potes, mais je sais pas si tu jouais vraiment au bowling. Tu peux aller voir les dames de joie. Les dames de joie, toujours, oui, bien sûr. Il y a aussi du golf. Fumer des joints. On peut faire du golf, ouais. Tu peux fumer des joints, tirer des bangs. Et tu peux choisir d'être tout gentil aussi. Tu peux toujours choisir d'être tout gentil. Tu marches sur le trottoir, t'attends que le feu il passe au vert, tu traverses, et puis tu vas au carrefour, t'achètes un paquet de gruyère, tu reviens à la maison, tu fais tes pâtes, et tu vas dans ton lit. C'est les Sims. Tu gueules à ta femme en disant pourquoi il n'y a pas de gruyère dans le frigo? Mais au niveau voiture, est-ce qu'ils touchent pas un max de thunes pour que les concessionnaires on voit leur marque en fait? On n'a vu aucune marque. On voit de temps en temps le sigle Audi sur certaines voitures, mais le sigle n'est pas authentique. C'est-à-dire que c'est des cercles. Donc il y a les 4 cercles, mais ils sont coupés. Donc ce qui fait que visuellement, ça se voit que c'est. Enfin, on se dit c'est une Audi, mais c'est pas écrit quoi. Ouais. C'est comme la Lotus Elise. Je suis désolé, c'est vraiment le mot. Il y a vraiment, c'est vraiment la forme. Derrière, tu vois l'inscription qui est comme sur les Lotus Elise. Enfin voilà, c'est vraiment elle. Ils ont vraiment des voitures qui sont très proches de la réalité, ce qui apporte encore plus de réalité au jeu, si je peux me permettre quoi. Mais enfin voilà, il y a aussi un nouveau mode de jeu. Il y a un nouveau mode de jeu en fait. Donc il y a 3 personnages et les 3 personnages ils sont tous les 3 charismatiques. Hein, ils ont un caractère différent, bien trempé, etc. Et donc il y en a un qui est retraité, qui était ancien, un gars qui a dévalisé plein de banques, etc. et qui s'est mis sur le côté. Il y en a un, c'est un petit jeune qui traîne un peu dans tous les deals du coin et qui va être épaulé par l'ancien gangster justement. Et puis il y en a un autre, mais il est complètement taré quoi. Il est complètement taré. Je pense que la première fois qu'on le voit, le gars, il est en train de baiser une femme. Et puis il y a un gars là qui arrive et qui lui dit ah putain tu baises ma femme là ou quoi. Puis là il le fait culpabiliser et tout ça. Le gars il s'excuse et il lui explose la tête. Peggy 18.
Peggy 18. Ah, bah oui. Enfin voilà, non, vraiment. Et la map, c'est gigantesque, il paraît. La map est gigantesque et la nouveauté par rapport aux autres maps, c'est qu'en fait les autres maps elles se débloquaient en fonction de comment t'avançais. Là, les maps là maintenant, elle est complètement ouverte, donc tu peux aller partout. Sauf que c'est comme Age of Empires où tu ne vois pas la map, tu ne peux pas voir la map sans que tu y aies été. C'est bien. Ouais. Il y a des endroits cachés, etc. Mais il y a des buissons qui bloquent le chemin et tant que t'as pas le Pokémon qui peut couper les buissons. Non. À ce qui paraît, ils ont mis plus de budget dans ce jeu-là 200 millions que dans les films en fait. Donc le budget du jeu est plus cher que le film qui a coûté le plus cher. Mais il y a 5 ans, ils ont travaillé pendant 5 ans, donc enfin voilà, il y a 300 personnes qui ont travaillé pendant 5 ans sur ce jeu. Mais la map, c'est comme Final Fantasy 3. Si tu vas trop loin et que t'es pas équipé, là tu tombes dans les rues, c'est des méchants quoi. Tu pars de Bastogne. J'ai pas encore eu ça. Hein. Franchement, j'ai pas encore eu ça. Hein. J'ai fait un peu. J'ai fait presque toute la map. J'ai fait presque toute la map sur les grands axes. Sur les grands axes, hein, je l'ai bien dit, parce qu'il y a des endroits qui sont cachés, comme les bases militaires, etc., qui sont pas renseignés. Et peu recommandable. Voilà. Oui, parce que tu rentres là-dedans, tu te fais tirer dessus de tous les côtés à coups de M4. Enfin voilà. Donc la grosse nouveauté, franchement, c'est le fait de pouvoir changer entre ces fameux 3 personnages. Donc, à tout moment, vous avez les 3 personnages qui vivent leur vie chacun de leur côté, et il y a moyen de switcher d'un à l'autre. Ça, c'est bien. C'est vraiment super sympa. Ça apporte une autre vue au jeu, parce que c'est vrai que le jeu GTA, on y avait fait un peu le tour. Enfin voilà, il n'y avait plus vraiment de grandes nouveautés, à part que cette fois-ci vous pouviez conduire tel véhicule ou tel véhicule, mais c'était toujours le même truc. On pouvait vraiment aller partout dans la ville, on pouvait faire pas mal de choses. Il y avait 2-3 trucs qui arrivaient en plus de temps en temps, mais la façon de jouer, le gameplay était toujours le même. Est-ce que la conduite des motos est toujours aussi pourrie? Non, c'est facile. Une moto, c'est facile à conduire depuis déjà le GTA 4. Ah ouais, je me suis arrêté au 3. Mais c'est vrai que non, c'était pas au 3. Le 3, il n'y avait pas de moto. C'est à Vice City où il y a eu des motos. C'est le premier où il y a eu des motos. Miami. Vice City. Ouais. Non, il y a déjà eu des motos avant. À 3, t'avais pas de moto. Dans le 3, t'avais pas de moto. Vice City, c'était le 3 bis. 3 bis, ouais. Et puis après, il y a eu J'en ai joué plusieurs et il y avait des motos. Bah ouais, Vice City, San Andreas, il y avait des motos. Et le 4. Je suis fier de moi, je me souviens que je jouais au tout premier. Et je disais, ça c'est un jeu, c'est de la balle. Avec la vue PlayStation 1, je crois. Avec la vue au-dessus. Avec la vue au-dessus. Est-ce que vous saviez que dès le début de la création de GTA 1, ils voulaient déjà faire une vue en 3D, mais c'était impossible avec la PlayStation. Ouais. Mais c'était dans leur objectif à la base. On dirait des petits pixels comme ça, des petits pixels noirs. Et là déjà on avait des parodies de voitures, la Porsche on la reconnaissait à du 1000. Est-ce que vous saviez que dans GTA, normalement les flics étaient pas censés vous rentrer dedans, et puis ils ont fait un bug dans la programmation et les flics vous bourraient dedans comme ça, et en fait les mecs se sont dit mais c'est trop cool en fait. Et du coup ils l'ont gardé. Et quoi, Wally, t'es sur la page tous les faits importants de GTA? Alors pas du tout, je suis un homme cultivé. Alors un autre truc par rapport à ce que vient de dire ce que vient de dire Wally, il y a plein de Easter eggs qui parlent, qui font référence aux anciens GTA à travers ce GTA 5. Et alors, petit clin d'œil, si vous achetez la version collector et que vous passez la carte aux UV, il y a des endroits marqués avec des morceaux d'ovnis, à ce qui paraît. Il va y avoir une file d'attente à la police. Faut vraiment pour effacer mon GTA. Vous vous rendez compte qu'il y a un gars qui a passé la carte aux UV, qui a pensé à passer la carte aux UV. Si vous mettez du sang de femme vierge dessus, non, il y a un dragon qui apparaît. Mais alors, enfin, c'est comme maintenant il y a une polémique autour de ce jeu par rapport au marketing qui a été fait, comme quoi GTA est le jeu où on peut tout faire, etc. Bah, de ce côté-là, je suis d'accord, c'est vrai, on peut tout faire, mais c'est pas ce qui marque le plus, quoi. Ce qui est vraiment génial dans GTA, c'est le fait de pouvoir se balader et que le monde tourne autour de soi. Le monde tourne autour de soi et on passe 3 fois au même endroit, ça sera jamais la même chose, quoi. Oui, c'est évolutif. Parce que c'est un des reproches que je faisais en fait aux anciens GTA. Bon, je crois que je me suis arrêté au 3. C'est en fait des fois tu avais des quartiers qui étaient totalement vides et déserts et inanimés. Moi, je ne sais pas si c'est le cas aussi, parce que c'est bien d'avoir des grands espaces, mais si c'est pour te balader, je vais te dire, t'as une partie voiture et tu dois marcher pendant 10 rues pour en trouver une. À un moment, t'as une partie de la map qui se passe dans le désert. Cette partie-là est plus sensible à ce genre de choses, mais bon, ça représente aussi le désert.
Oui, si Voilà. c'est réaliste, ok, pas de soucis. Si j'ai pas de voiture dans les airs, je vais pas râler, mais quand je me suis entouré de buildings et d'immeubles sur une 5 voies et que sur cette 5 voies il y a personne pendant 10 minutes, non. La kermesse du désert, bienvenue. Un truc que je trouve aussi super sympa, c'est la chasse. Maintenant, vous pouvez chasser dans GTA. Alors, même chose, c'est Le qu'ils canard. non, pas le canard. Non, j'ai pas vu le canard, mais on peut chasser le Quoi, ils se sont dit, le c'est bon, cerf, on a le fait. cerf, comment Les Il y policiers. a des cerfs dans. Oui, il y a des cerfs. Ouais, ils se sont dit. Et des fois, il y a le cerf qui traverse quand tu passes avec la bagnole et là tu fais splatch et il y a de l'eau il y a du sang sur la route. Quoi, les mecs se sont dit, c'est bon, on a fait la programmation pour Red Dead Redemption de la chasse, on va en foutre parce qu'on a le code. Non, c'est Et- pas un peu ça, non? Non, franchement, il y a 2-3 missions comme ça où il faut aller tuer des cerfs. Ils ont poussé le vice. Et Après, alors, tu dois aller à l'assurance, tu fais pas déclarer attention. l'accident, remplir le constat, et tu dois prouver, prendre une photo qu'il y avait des poils sur le pare-choc. Et des fois tu fais pas attention et puis hop, il y a un jaguar qui te saute dessus et puis là t'es mort. Un jaguar dans la ville. Non, pas dans la ville. Et parfois, c'est des écureuils. Ah oui, il y a des chacals qui traversent la route et puis tu peux les écraser sans le faire exprès. Ça arrive souvent. Tu roules et puis schlock, un Comme à chacal. Bruxelles, il y a blindé de renards sur les routes. C'est affolant. Et alors, chacals. je vois David sur le truc qui dit il y a eu 15 GTA. C'est vrai ça? 15 GTA. Oui, il y en a eu il y a plein, là, GTA 1, oui, ça GTA date, 2. Non, il y a 15 ans, peut-être, le premier. GTA 1, GTA 2. Il y a eu GTA 3, il y a eu Vice City, il y a eu San Andreas, il y a eu GTA 4, il y a eu GTA, il y a eu les DLC du GTA 4, c'est-à-dire 2 versions en plus, et il y a eu GTA 5. Mais En il y a gros, on là, est un expert de On est GTA. à 8, quoi. sur le chat, il y en a un qui dit 15 et c'est monsieur Adopi, donc on peut pas trop déconner, quoi. S'il dit 15, Je pense que Monsieur Adopi a dû recevoir des versions qu'on n'a pas reçues. Oui, je pense aussi. Ouais. ouais, il était Mais sous, le c'était premier GTU. GTA était vraiment vieux en fait, non? Ça, le premier GTA c'était vraiment très ancien quand même. Bonne J'ai question. l'impression, PlayStation 1, moi je dirais. PlayStation 1, ouais, mais c'est je pense qu'il y en avait un avant. En fait, Parce que le j'ai vu GTA était censé sortir sur Nintendo 64. Ouais. Et malheureusement, c'est pas la console ne pouvait pas suivre. Et le problème de la Nintendo 64, c'est que c'était des consoles, on pouvait moins de données. Oui, tandis Du que le coup- support CD a permis. de- Voilà, tandis que le support. Et en fait, ils sont disputés avec Nintendo. Et du coup, ils se sont dit, on s'en fout, on va se prendre la nouvelle console là. Ouais, chez le connaît- concurrent. voilà, et ils puis ont on été chez sait Sony. pas, quoi. Alors, Grand Bon Theft Auto, il est sorti en 1997 sur PS1. Il était aussi disponible sur Windows MS-DOS et Game Boy Color. Ensuite, il y en a eu deux qui se sont découlés, London 1969 et London 1961. Ensuite, on est passé à Grand Theft Auto 2, Grand Theft Auto 3, Vice City San Andreas et Grand Theft Auto Advance. Ça, je l'ai jamais joué. Grand Theft Auto Liberty Stories, mais ça, c'était sur une autre Planète. console. Vice City Stories, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto Lost and Down. Ça, c'est celui que j'ai parlé là tantôt qui était découlé. Donc là, il y en a 3. Grand Theft Auto Chien et Chat, c'est aussi une. Non. Donc, ouais, il y en a Au eu total, plusieurs. il y en a mais 15. Hein, D'après pour Wikipédia, il y en a 15. 2, 3, 4. Ouais, j'ai compté, il y en a Ouais, il y en a 15. 15. Mais le truc, c'est que moi, je les ai pas tous joués, étant donné que je les ai joués que sur PlayStation et PC. Ouais, mais il y a une faille dans ta rubrique, tu seras fouetté ce soir. Sur la place publique, comme moi. Et alors, pour terminer, parce que c'est vrai que je viens de dire il y a quelques minutes que bon, bah, c'était pas si choquant que ça. C'est vrai que GTA n'est pas plus choquant que la vie réelle maintenant. Moi je suis d'accord, il y a des jeux autant... Ah, il y a des jeux Un jeu de plus choquants. baston, un jeu où tu tues des milliards de zombies, je sais pas, c'est pas moins choquant que... Non, je suis d'accord, et je pense que GTA, on dit souvent que ouais, GTA c'est le début de la violence, mais je trouve que GTA s'inspire plus des faits réels, des faits qu'on voit là actuellement à la TV et les remet en, ça qui choque, le remet en en jeu, le remet en jeu vidéo, que l'inverse. Mais n'empêche, dernière mission que j'ai fait, j'ai quand même dû m'amuser à torturer un mec. Ah bah ouais, mais Cool. il avait fait quoi? C'est normal, hein? Ah non, on voulait juste le faire parler pour tuer un autre mec. Ah bah voilà, bah c'est comme ça dans la vraie... Mais j'en ai marre que, en fait, c'est les braves gens qui disent que c'est violent, parce qu'ils se rendent pas compte que dans la vraie vie, c'est pas tout beau, tout rose et... Alors, et- attends, et- non, et- c'est vraiment pas mal. il faut C'est vraiment torturer pas des mal fois. parce que t'as sur Le ta coloc, il a un mec qui torture dans sa cave, hein. Ah ouais, il veut pas me donner sa recette de pâtes, elles sont bonnes. Tu te trouves dans la cave, t'as un mec qui c'est un est fichier assis libre, sur c'est une pas chaise, open qui est assis sur une chaise et à côté de toi t'as un bidon d'essence, t'as une pince, t'as une batterie avec des câbles et il y en a un troisième, je sais plus c'est quoi, batterie, il y en a un quatrième. L'intégrale de Eh oui, Barbie. la les comment DVD. la merde, Le disque de Dorothée. une Chantal grosse Goya, le nouveau concert. une espèce de grosse pince bien lourde. Je crois qu'il veut dire une grosse C'est femme. pas- Tu vas et coucher alors avec. tu choisis ce que tu veux, donc en fonction, si tu prends la petite pince, il lui arrache une dent, si tu prends la grosse pince, il lui T'as tape une dans Bebs du salon du miel.
il lui tape dans le genou. Si tu prends la batterie avec les 2 câbles, bah il électrocute. Et si tu prends l'essence, il le couche sur le dos, il lui met un Faut pas trop mettre tout d'un coup, faut mettre des petites portions. Voilà, c'est ça. Il faut trouver le bon dosage. Et il lui met un tissu sur la bouche et puis il lui remballe l'essence dans la gueule. Enfin voilà. Et à côté de ça, pendant ce temps-là, tu as la chance de pouvoir monitorer la vie du gars sur un petit écran d'ordinateur. Mais j'ai lu un tweet qui m'a fait rire à la sortie de GTA, c'est que tous les mecs qui jouent à GTA 5 ont acheté le jeu et ils l'ont pas volé. Non. Donc pour revenir, C'est vrai. ils sont pas si badass que ça les mecs. Mais enfin voilà, c'est un super jeu. Moi je trouve c'est intéressant d'y jouer. C'est un très très beau jeu d'un point de vue graphique, d'un point de vue gameplay. Il est signalé à la tranche d'âge plus 18. Plus 18, ouais, de manière plus 18. Donc ça c'est bien. Bah merci Valentin pour ce petit retour sur GTA 5. Tu nous expliqueras à la fin, hein, comme ça moi j'aurais besoin de jouer, ça me fait chier. À la fin tu trouves ma bazooka et t'as gagné, non? Eh ben avant il y avait des codes dans les anciens GTA pour avoir toutes les armes. Je m'en souviendrais presque. Oui moi aussi. Des fois ça me revient un peu dans la tête. Au bas droite go et R1 R2. Non mais c'est comme les mots de passe de Age of Empires, Big Daddy. Robin Hood. Mais c'est pas juste, tu te prends l'armée sur ton dos. Pepperoni Pizza. Et toi t'as un couteau et une batte et t'as l'armée derrière toi. Qu'est-ce que tu veux faire à part cheater? Et là maintenant, je n'ai pas vu de code d'armes parce que les armes restent, même quand tu te fais tuer, t'as toujours tes armes. Ça c'est bien. C'est pas mal. Pas logique, mais c'est bien. Essaye Pepperoni Pizza, ça marche. Mais il y a des codes, hein. Il y a des codes pour diminuer les flics, il y a des codes pour changer le temps, aussi etc. dans la pizzeria, ou... Ah, un autre truc. Diminuer les flics, mais non, ils sont déjà assez cons comme ça, putain. Pour toutes les personnes qui se sont fait chier à essayer de voler les avions pour essayer de les faire décoller pour qu'ils ne décollent jamais, maintenant c'est réglé. Il y a moyen de se balader en avion, d'aller atterrir. Il paraît qu'il y a même moyen de faire du parachute. Oui, ça déjà dans la version 4. Dans la version 4, tu pouvais je l'ai déjà pas faire fait. ça. Il y a moyen de s'écraser sur une tour. Il y a moyen de s'écraser sur une tour. Il paraît qu'il faut repasser ses chemises. C'est Il y a moyen d'aller chez le coiffeur. plus. Il y a moyen d'aller chez le coiffeur. Il y a moyen de se faire tatouer. Il y a moyen d'aller jouer au dart. Il y a moyen d'aller jouer au dart. Au dart, Ouais, c'est quoi au dart. ça? C'est l'échelle américaine. Ah oui. Coiffeur, se faire tatouer. Il y en a d'autres, hein, mais les trucs, c'est des trucs que ça m'intéresse pas, quoi. Mais bon, enfin voilà. Ok. Sur la chatroom, il y a Prout qui met un truc sur la violence des jeux vidéo. Mais les prout-prout, Ouais, hein. ok. Je crois qu'il y a un Fest, tu vas 5000 fois au coiffeur. Et c'est en temps réel, hein. Ça prend 40 minutes la coupe. Oui, merci Prout pour ton lien. Et il faut réserver. Bah merci Valentin, on va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule d'Orlando. Coup de gueule. D'Orlando. Donc mon coup de gueule. Alors en fait j'en ai deux, donc j'ai un coup de gueule et un coup de cœur. Donc le coup de gueule, donc en fait en France on a un problème puisque l'industrie du jeu vidéo va mal. Donc des sénateurs ont une idée révolutionnaire pour relancer cette industrie, c'est donc de créer une nouvelle taxe sur les ventes de jeux vidéo physiques. Et en fait, Ce qui est con parce qu'il y a de plus en plus de Steam et ce genre de choses. Bah tout à fait, c'est déjà aujourd'hui les éditeurs étrangers critiquent effectivement les charts parce que ça ne reflète pas l'activité mobile pour la plupart des fournisseurs de données. On a vu qu'au Japon effectivement le mobile est en train de rafler la mise et les éditeurs même en France ne rêvent que d'une chose, c'est de passer entièrement au dématérialisé, comme ça ils suppriment le marché d'occasion et ils peuvent gagner un petit peu plus de marge dessus. Donc je sais que c'est pas aisé comme solution, mais quand même utiliser une technique qui doit dater des années 70 pour essayer de sauver une activité ultra moderne, franchement, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, quoi. Parce que je suis persuadé que ça ne servira à rien. Mais les jeux sur Minitel ne sont pas taxés. C'est ça. Puis en plus, il part du raisonnement que bon, les jeux coûtent 70 €, donc une taxe de 13 ou 14 centimes, c'est rien pour les joueurs. C'est vrai. Oh, si ce n'est que ça, oui, ça va. Et ton coup de cœur? Bah mon coup de cœur, alors si on peut appeler ça un coup de cœur, c'est qu'en fait le jour de l'ouverture du Tokyo Game Show, il y a Hiroshi Yamauchi, l'ex-patron du groupe Nintendo, l'inventeur de la NES, qui est décédé. Donc il avait 85 ans, donc je voulais juste faire un petit rappel, quoi. C'est vrai, il nous écoutait souvent en plus à Geeks League. Moi je propose une minute de silence. Bah merci Orlando. Voilà. Merci à vous. On va maintenant passer à un sujet un peu plus complexe. Je sais pas si on a bien choisi le moment pour en parler dans ce podcast, mais on va essayer de se concentrer.
Ok, alors pour le sujet de ce soir, donc on va parler des nanotechnologies quand les sciences dépassent la fiction. Alors le sujet ici, en fait, pour faire déjà un peu un décortiquage de la matière, il va être axé sur plusieurs points. Donc je vais rapidement faire un petit rappel de ce que sont les nanosciences, voir un petit peu les évolutions qu'a connues cette discipline, pour ensuite arriver aux nanomatériaux, qu'on connaît déjà plus ou moins maintenant, et enfin parler des nanomachines, qui là annoncent un petit peu quelque chose de nouveau, et voir un peu quelles sont les applications qu'on peut espérer dans l'avenir avec justement ces fameuses nanotechnologies. Alors les nanotechnologies, petit rappel sur ce que c'est, simplement on va commencer par la création. Donc au début des années 1980, en fait, il y a un chercheur qui a réussi à développer un microscope à effet tunnel. En fait, avec ce microscope-là, on était capable, si vous voulez, de topographier, de faire un balayage complet d'une molécule, atome par atome. Donc on a réussi vraiment à cartographier toutes les molécules pour voir de quoi elles étaient composées. C'était vraiment une belle petite révolution à l'époque. Et puis un petit peu après, en fait, grâce à ce matériel-là, il y a des gens qui ont réussi en fait à synthétiser une première molécule artificielle en fait. Donc c'était fait avec du carbone. Donc le carbone, on le retrouve à l'état naturel, soit sous forme de graphite, ou de diamant. Là, ils ont réussi à faire une nouvelle molécule avec 60 atomes de carbone. Donc voilà, c'était un peu le début des nanosciences. On a réussi à voir à très petite échelle, et on est capable un petit peu de bouger les atomes pour former une nouvelle molécule ou de nouveaux matériaux. Voilà, c'était un petit peu le principe des nanosciences. Alors, à partir de ça, ils sont orientés dans deux disciplines de deux manières différentes. Première discipline, ce sera un peu l'informatique au niveau technologique. Et la deuxième discipline, ce sera plutôt les chimistes. Alors les ingénieurs informatiques, eux, ce qu'ils vont essayer de faire dans un premier temps, c'est de partir du plus grand pour aboutir au plus petit. Donc pour chaque fois réduire la taille notamment des processeurs. Ils sont partis dans une logique de réduction des choses. Et les chimistes, eux, sont partis dans une logique vraiment différente. Ils ont essayé de se dire, on va plutôt partir du plus petit pour arriver à du plus grand. Donc le but des chimistes, c'était vraiment de partir de l'état atomique, même vraiment inférieur, pour arriver à faire des assemblages et créer de nouvelles choses. Donc ils ont réussi, et c'est avec ça qu'on est arrivé justement aux nanomatériaux. Donc ce sont des molécules qui sont construites. On m'entend toujours bien? Très bien. Oui, des molécules à base de nano. Impeccable. Voilà. Okay. On dirait un nano à deux fûts, le nanomatériau. Ok, c'est parti. Donc ici, parlons justement de ces nanomatériaux. En fait, ce sont des objets qu'on a dans notre quotidien. Déjà, il y en a environ plus de 1000 qui sont recensés. Oui, mais si nanomatériaux, il n'y a pas de matériaux. Ah, nano c'est, hein. Mais bon. Donc, belle digression. Très difficile de s'en remettre. Donc, en fait, les nanomatériaux, ils sont présents. Il y en a plus de 1000 déjà maintenant. Le principe, en fait, c'est que quand on arrive à créer des objets ou des choses qui contiennent des nanoparticules ou des nanomatériaux, on est capable de donner à ces objets-là de nouvelles propriétés. En fait, quand on réduit autant l'échelle, de nouveaux objets peuvent changer de propriétés. Je m'explique un petit peu mieux. Donc les propriétés fondamentales, que ce soit chimiques, physiques, thermiques, optiques, biologiques, etc., peuvent évoluer. Il donnait un exemple un petit peu dans ce que j'ai recherché. Par exemple, l'or est totalement inactif quand on prend l'échelle du micron, mais quand on passe à l'échelle du nanomètre, l'or devient un excellent catalyseur, donc c'est vraiment utile. Tout simplement, en prenant l'or à différentes échelles, ça change. Donc on obtenait de nouveaux résultats. Ça, c'était la première étape, nanomatériaux. Maintenant, donc tu veux dire que chaque matériau a des propriétés différentes en fonction du niveau auquel on l'observe, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est un peu, là, c'est vraiment compliqué. C'est un petit peu comme de la sorte de physique quantique, en fait. Si on prend vraiment une matière à une échelle très très réduite, ses propriétés changent totalement, en fait. Pourquoi tu prends un accent québécois quand tu parles de la truc quantique là? Non, je sais quantique. C'est la physique quantique. Je suis pas à l'aise avec cette matière-là. D'accord, très bien. Continue, Calibou. Mais merde. J'essaie de m'en sortir. Vas-y, continue. Je suis perturbé maintenant. Alors, je continue maintenant. Donc, avec les champs d'application des nanomatériaux. Juste pour donner des exemples, donc ça, ce sont des choses qui existent déjà. Donc il y a des crèmes qui filtrent les UV, il y a du textile avec des tissus ignifuges,
pourquoi pas. On a dans le secteur de la construction des matériaux ultra légers, résistants, donc ça c'est déjà appliqué maintenant, mais il faut bien reconnaître que c'est pas vraiment une réelle révolution, comme il y avait les débats à l'époque concernant ça. Maintenant, là où la révolution va peut-être venir, c'est avec les nanomachines. Donc là on rentre vraiment plus dans le vif du sujet, je vais En fait, quand tu m'as parlé de ton sujet, nanotechnologie, moi j'ai tout de suite pensé aux nanomachines en fait. Voilà, mais ça je savais pas. Et ensuite, c'est en me renseignant que je me suis dit, ah bah non, en fait, il y avait autre chose avant les nano. Oui, voilà, c'est ça, il y a vraiment une évolution, donc c'est ça que j'ai voulu expliquer au début. Donc il y a eu le début, et puis après ils ont fait les nanomatériaux, donc si vous voulez, c'est des choses qui ne sont pas actives, c'est juste réduit à une petite échelle, et on s'en servait pour donner de nouvelles propriétés aux objets. Et puis ensuite, maintenant, c'est les nanomachines, et là, c'est une réelle révolution. Je vais quand même être honnête, c'est pas en me renseignant, c'est en parlant à ma copine qui s'y connaît mieux que moi, donc voilà. C'est bien de le reconnaître. Moi, on me dit une nanomachine, et je pense à une super machine, mais je sais pas c'est quoi une nanomachine. On va en parler maintenant. Mais justement, je vais expliquer ça. Vas-y. Donc, le principe, si vous voulez, des nanomachines, c'est de donner vie à des molécules, en fait. Donc comment est-ce que les chercheurs vont faire ça ? Ils sont capables, j'ai déjà dit maintenant, de créer de nouvelles molécules, et en faisant leurs assemblages, ils vont essayer, si vous voulez... Il y a le chat, Titi, je coupe, parce que Titi n'a pas de PC. Il en a un, mais il le prend pas. Il y a Chimis qui dit, d'abord, il y a eu Nano, le petit robot en premier. Oui, d'accord. Je t'ai prévenu, ça allait être dur. Hein. Ouais, très dur, très dur. Je vais boire pour me donner du courage. Allez, on continue. Donc, je disais donc, le but ici, c'est de donner vie à la matière, donc aux molécules. Et en fait, ils sont capables donc de constituer des molécules par eux-mêmes. Et en fonction, en fait, de l'assemblage qu'ils vont réaliser, si vous voulez, les molécules vont pouvoir soit se déplacer, se surélever, pincer, ou encore il y en a certaines qui sont capables de tourner à 100 tours minutes en fonction de l'environnement dans lequel on le place. Donc elles sont capables d'interagir. Alors je donne un exemple. Ils ont créé, c'est un exemple de nanomachine, donc c'est une molécule, cette machine. En fait, elle est capable de se déplacer en ligne droite grâce à 4 roues motrices en fait. Il faudrait que je montre l'illustration sur la caméra. Si quelqu'un sait mettre le petit schéma ici en jaune. Et donc en fait, si on donne une légère impulsion électrique sur cette molécule, ou en tout cas si on met un peu d'électricité dans l'environnement de cette molécule, il y a, si vous voulez, un assemblage d'atomes qui va tourner sur lui-même et ça va faire se déplacer la molécule. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais pour les chercheurs, ça leur permettrait notamment d'avoir... Désolé, j'ai un nano-cerveau et je vais me retourner pour mettre la feuille parce que j'y arrive pas. Vas-y, tu peux montrer, donc j'attends que l'image s'affiche. Voilà, donc si vous voyez les parties en grise, en fait, c'est les atomes qui vont tourner. Quand on va mettre un courant, ça va faire que la molécule va se déplacer, en fait. Voilà, mais on mettra les images plus tard. Voilà, soit. Donc, on mettra les images en biais, hein, oui. On mettra les images, oui, c'est bon. Alors si je peux récupérer ma feuille, ça m'aiderait bien. Ali. On le colle avec ma baïquette. Et si on lui rend pas sa feuille, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc là-dessus, voilà, c'était un exemple de nanomachine. Et ça, en fait, ça présage de beaucoup de choses pour le futur qui vont permettre de nourrir de grandes ambitions. C'était quand même l'intitulé aguichant, entre guillemets, de mon thème de ce soir. Donc là, maintenant, je vais juste vous présenter un petit tour d'horizon rapide des projets un petit peu les plus fous. Et vous allez voir qu'on n'est pas loin parfois de dépasser un petit peu la fiction et que ça peut aller assez loin. Donc première chose que j'ai trouvé totalement ahurissante, et ce sera la première chose qui va être vraiment développée, ce sera les nanofoods en fait. Les nanofoods, donc nourriture logique, voilà. Donc ici on serait par exemple capable de créer des glaces qui auraient le goût de nos glaces traditionnelles, simplement au niveau des molécules, il n'y aurait aucune graisse, pas de lait, donc on pourrait mettre que des choses saines, on pourrait modifier les goûts à notre guise vers l'avenir. On serait même capable... C'est un peu le cancer comme ton truc. Hein. Ça, on en parlera après dans la partie éthique. Alors, on serait même capable de donner un goût de concombre à la tomate, par exemple. Ou on pourrait faire aussi des aliments qui changent de goût. Donc, une huile qui serait capable de changer de goût en fonction des aliments sur lesquels elle serait posée. Des choses comme ça, pourquoi pas. Hein. Alors, donc ça, c'est vraiment le secteur qui va être le plus rapidement développé, c'est les nanofoods. Alors, là-dessus aussi, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est des nanopesticides, en fait. Donc, des molécules qui seraient capables de respecter, tout en respectant, soi-disant, l'environnement de
de s'occuper, je sais pas, Non moi, de plus. l'entretien des choses. Hein. Mais ici, il faut quand même se méfier. C'était Marius, ça? Je sais pas, Marius, tu es parmi nous? On a le fantôme de Marius Qui hante les baffles. qui hante le podcast. Et de temps en temps, on entend mon cul. Oui, j'ai entendu Berk voilà. Et donc, il faut quand même faire attention là-dessus parce qu'apparemment, les firmes qui essayent de développer ça, quand on entend des noms comme Monsanto, tout de suite, on prend un petit peu du recul là-dessus. Puis c'est logique quand même de se méfier un petit peu. Alors, ensuite, autre domaine où il va y avoir pas mal d'évolution, c'est le domaine du bâtiment, notamment pour les vitres. Donc, ils seraient capables, dans l'avenir, de faire des vitrages auto-nettoyants qui vont réagir. Donc, j'avais dit que les nanomachines réagissent à leur environnement, donc qui, sous l'effet des rayons ultraviolets, vont être capables de dégager, c'est un exemple, du dioxyde de titane qui va virer les particules de poussière. Donc, en gros, vous avez vos vitres qui se nettoient dès qu'il y a du soleil. Attends, il y a le fantôme de Marius qui veut dire un truc. Oui? Ça existe déjà. ça. Ah, je ne sais pas, moi là dans mes recherches c'était en projet. Ouais, ça s'appelle les essuie-glaces. Non, mais c'est des trucs. Ça coûte la peau du cul, mais ça existe déjà, quoi. Ah, c'est possible, voilà. Ok. C'est déjà bien que ça existe, hein, donc voilà. Putain, quand est-ce que ça existe pour si toute tu une vois, si tu connais la référence, limite tu peux la donner, on mettra aussi. Oui. Non, ça, ça ceux qui veulent une date maison d'il high-tech, y a un ils bout de peuvent- temps. Voilà. Ça y est, je me prends la honte. Mais non, mais... Merci. Oui, mais il est au Japon, hein. Ouais. Pas la même planète, hein. Non, Ok, moi je c'est suis pas pas au Japon. Chut, t'es au Japon. Il est au Japon du futur. Bon, on y va. Alors, il y a aussi des peintures qui seraient capables d'effacer d'elles-mêmes les salissures. Et ils envisagent aussi des vitrages électrochromes qui seraient capables en fait de régler la température de la maison. Donc, s'ils sentent que la température monte, ça va baisser, ça va se teinter ou ça va baisser des volets. Enfin, ça va se combiner, je sais pas trop comment, mais ça gère la température de la maison, donc c'est assez sympathique. Et puis, on arrive là vraiment, c'est bien un domaine fiction, c'est la médecine régénérative. Et là, ça m'a vraiment fait rire. En fait, c'est un professeur d'université qui étudie la nanotechnologie et qui a dit en fait le principe de la nanotechnologie, c'est de produire des molécules, donc des choses entre guillemets naturelles, et tout ce qu'on voit dans la nature, on peut s'en inspirer pour essayer de le reproduire. Donc maintenant, tous ceux qui étudient la nanotechnologie s'inspirent beaucoup des insectes et des choses comme ça pour reproduire. Et lui, du coup, il essaye de bosser un petit peu sur le triton qui est capable de faire repousser sa queue. Et il aurait réussi apparemment à mettre... serait cool, n'empêche. Oui, Et ça ferait pas 3, qu'on puisse... Je coupe! 1, go! La vanne! Oh, non. Non, c'est pas de vanne. Je pensais que ça allait venir plus vite, hein, les gars. Vous me décevez. Eh, Bah, ça permet que si tu tu te la fais coupes, mordre, et puis ça repousse, quoi. Mais je venais de mettre Nanovagin sur le chat, et puis bon, après on enchaîne, alors j'ai rien dit. Et puis, il y a... Ok, on continue, Titi. Et la réponse de Nanovagin, c'est Katsunanomi. Ça, c'est de la belle vanne. on va parler de nanofellation. Donc, je reviens à mon triton et à sa queue. Et nanophile, ça faut pas lui en vouloir. Donc il s'est dit, si la nature est capable de faire ça, il n'y a pas de raison que l'homme n'y arrive pas. Et il a réussi à vraiment produire une sorte de poudre de farine qui aurait des réactions assez vraiment positives pour la reconstitution. Le mec a tenté de couper sa queue, toi. Tchao, mec, Ouais, de confiance. C'est rien d'en avoir repoussé. Mes calculs sont bons. Bon, bref, ils ont quand même réussi à faire Nous cherchons repousser des apparemment un doigt qui avait été sectionné. Il aurait été reconstitué en 5 semaines. Pas totalement, mais en 5 semaines, il y a une partie du doigt qui s'est reconstituée grâce à cette poudre qu'il a créée. Donc, Faudrait faire des enquêtes sur le requin, parce que dans toute sa vie, il y a plus de 300 dents qui poussent. bah oui, Elle tombe, elle repousse. comme quoi la nature, justement, c'est un sujet Oh putain, si je pouvais avoir les dents qui inépuisable, repoussent, j'aimerais bien parce que j'en ai marre de dépenser de la thune chez le dentiste. Ouais, pareil. C'est clair. C'est pour ça que j'y vais pas. Voilà, donc ça c'est côté médecine, c'était quand même assez hérissant de voir comment on envisage les membres qui repoussent. Voilà. Il n'y a rien pour les cheveux. Enculé. Donc, Tu dis ça pour ma tonde. On peut changer le plan caméra, s'il vous plaît. non, rien à voir. Tu es susceptible. J'avais pas vu qu'on avait le plan. Regardez ça, putain, la Le nano. plan tonsure. Regardez, je suis plein dessus. Je suis obligé de parler comme ça, mais alors je suis plus dans le micro. Faut que je parle. Voilà. Ah. C'est pas grave. Les auditrices kiffent la tonsure. Oui, c'est ça fait des super minettes. Bon, bah, moi je n'ai pas le plan sûr, mais c'est pas grave. Allez, change le plan caméra si tu veux.
Voilà. Merci. Ok. Ouais, mais maintenant on voit Titi qui dit. C'est pas grave, ça c'est très bien. Heureusement que j'ai des notes, pour suivre. Des nanotes. De toute façon, t'es le seul qui a des notes chez nous, hein. Et Non. tes notes, je peux vous jurer que ces notes sont super bien faites, avec des petites photos et tout, hein. C'est des nanotes. Ah, c'est magnifique. Bon, je continue. Alors, une autre chose vraiment maintenant qui intéresse vraiment les chercheurs, on va dire. Donc là, j'ai pas bien compris pourquoi ils classent ça dans la catégorie des nanomachines. Aucune idée. Pour moi, c'est plutôt un nanomatériau. Mais ils ont réussi à faire un nanotube de carbone. Et c'est vraiment un matériel qui est très très solide, qui est très léger et qui malgré tout en fait a une élasticité très élevée. Donc ici à titre de comparaison, en fait si vous prenez, bon c'est les chercheurs qui ont dit ça, si vous prenez 1 kg de toile d'araignée, donc de soie tissée par une araignée, ce qui est apparemment très solide, 1 kg pourrait arrêter une moto qui circule à 100 km/h. Ben, avec du nanocarbone, vous serez capable d'arrêter une voiture en fait. Donc toujours avec la même élasticité, là beaucoup plus résistant, plus léger. Donc vraiment un matériau qui pourrait pas mal, surtout pour la recherche spatiale. Vraiment quand on a besoin de matériaux de pointe, on pourra utiliser ça. Il y a pas mal de débouchés. Et aussi, carrément, il y a des gens qui envisagent de créer des muscles artificiels. Donc d'implanter ça dans les muscles pour pouvoir, vu que c'est élastique aussi en fait, de pouvoir développer notre force musculaire jusqu'à 50 fois. Voilà, donc si c'est développé, ça peut être pas mal, quoi. Voilà, et puis après vraiment là c'est du délire, mais on verra bien. Il y en a carrément qui envisagent de créer du brouillard utilitaire, donc ce serait un brouillard de molécules qui serait capable d'être autonome un petit peu, et de se déplacer, de faire réagir les autres molécules et de les déplacer, voilà. Donc ça j'ai pas très bien compris, mais ils envisagent carrément du brouillard qui pourrait réfléchir par lui-même, enfin un truc de fou. Voilà, donc tout ça évidemment, je vais conclure là-dessus. Donc on voit bien que toutes les nanotechnologies, ça annonce quand même des gros changements. S'il y a ne serait-ce qu'une des choses que je vais insister maintenant, je sais que les vitres se nettoient tout seul, je ne le savais pas, mais ça c'était pas la plus importante, je vais dire. Mais si on est capable, je sais pas, d'avoir des gros progrès, soit en chirurgie, en régénération musculaire, ou si on peut avoir des muscles 50 fois plus puissants, ou plein de matériaux. Donc là, ça peut vraiment annoncer une vraie révolution dans un domaine ou dans notre vie. Donc tout ça, c'est très bien, mais il y a toujours la question de l'éthique, évidemment, qui se pose. Et là-dessus, le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas encore, c'est assez récent comme science, comme méthode, et il n'y a pas vraiment encore de cadre législatif qui est bien établi partout, au moins à niveau mondial. Donc c'est tout nouveau. Donc le cadre n'est pas encore bien défini dans les recherches là-dessus. Il faudra faire attention. Et voilà la naissance de Rapture. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai pas fini Bioshock 3, mais je l'avais pas vu venir comme ça. Sympa. Et en Allemagne, ils avaient sorti un produit de nettoyage justement à base de nanoparticules. Ah, ouais. Et en fait, ils ont dû l'interdire au bout d'1 mois parce que les gens en fait risquaient de mourir étouffés parce que le produit venait se mettre dans les poumons et bloquer la respiration. C'est un des gros problèmes justement de tout ce qui est à partir de l'assemblage carbone. Et, apparemment le carbone ils s'en servent pas mal, mais je sais pas pourquoi. Apparemment ça a l'air plus facile de travailler avec le carbone, j'en sais aucune idée pourquoi. Mais le problème là-dessus c'est que ça peut facilement apparemment s'infiltrer dans tout ce qui est respiratoire et pulmonaire. Donc ça évidemment ça pose souci. Et il y a aussi le problème que ces particules sont tellement fines que ça pourrait même carrément venir s'implanter dans l'ADN d'une personne. Donc là je sais pas quels dégâts ça peut poser, donc ça peut être vraiment violent. Et il y a aussi forcément ça peut aussi passer par le système lymphatique, etc. Donc ça peut se retrouver dans la nature via nos excréments. Donc ça peut aussi contaminer au même titre que d'autres choses. Et voilà. Ok. T'as parlé de nanotubes tantôt. Oui, mais ça fait longtemps que c'est sorti, ça faisait nano limite, nano. Voilà. Voilà, quelle belle conclusion de ce tout à fait, c'est parfait, c'est génial. Allez, on va maintenant passer à la nano coup de cœur ou coup de gueule de... Sinon avant, par rapport au nanotube de carbone, pour l'instant c'est le matériau le plus fiable dans ce qu'on pourra envisager si on arrive bien sûr à faire des câbles de longueur suffisante pour construire un ascenseur spatial, puisque je
jamais on arrive un jour à construire un ascenseur spatial. Putain, la musique dans l'ascenseur. Content quand la porte s'ouvre. C'est l'intégrale de Beethoven. Ma vie tient un anophile. Il faut que le câble soit suffisamment résistant et qu'ils ne doivent pas être trop gros non plus, puisque s'il est énorme, on ne saura pas en faire grand chose. Et pour l'instant, dans toutes les hypothèses les plus folles qui sont réfléchies, c'est les nanotubes de carbone qui sont le plus avec le meilleur potentiel pour pouvoir créer un câble suffisamment résistant. T'as l'air malin quand t'arrives. Ouais. Pourquoi? Ouais, non, tu ouvres la porte et on fait quoi? Solide de la chose. C'est vrai que c'est un matériau qui a l'air vraiment bien. Comment tu dis que ça s'appelle un ascenseur? Comment? Un ascenseur spatial. Spatial. Et quoi les gars, vous lisez pas de science-fiction? Si, Jules Verne. Et il a fait plus simple. Il est au centre de la Terre. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Valentin. C'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur. Valentin. Oui. Alors, mon coup de cœur, coup de gueule. Ça sera un coup de cœur cette fois-ci. Ça sera un coup de cœur par rapport à une mise à jour d'un jeu qui est disponible sur iPad. C'est Small World, qui est en fait un dérivé du jus d'ananas. Du jeu de plateau Small World, qui vous permet de jouer à tout moment quand vous voulez à Small World. Ça, je trouve ça génial. Tout seul, à plusieurs contre des bots, en ligne. Même si en ligne, je trouve que c'est un peu lent parce que les gens ne répondent pas très vite. Avant que vous posiez des questions, il y a que la version standard à laquelle on peut jouer. Donc pas jouer à l'Underworld. On joue à la version standard, mais par contre on peut acheter les extensions. Et en version en ligne, on joue avec toutes les extensions. Donc c'est comme si vous les aviez achetées. Et je trouve que c'est vraiment sympa parce que, vous avez envie de faire une petite partie. Des fois, les gens ont pas très envie de jouer avec vous. En quelques petites minutes, on peut lancer une partie de Small World, jouer contre un bot, 2, 3, 4. Je pense qu'on peut jouer jusqu'à 5 Wally, donc ça fait 4 bots contre une seule personne. C'est vraiment super sympa, je trouve. Et ça permet de voir aussi, parce que des fois on se pose des questions, genre comment appliquer vraiment la règle, c'est pas toujours très clair, la règle sur telle tribu ou sur tel pouvoir. Comment l'appliquer? Avec la version online, la version, le jeu comme c'est le jeu qui établit les règles. Oui, on est sûr qu'on se trompe pas, quoi. On est sûr qu'on se trompe pas. Les litiges potentiels, tous les litiges potentiels, toutes les règles pour savoir. Là, au moins, c'est le jeu qui fixe les choses. Donc, tu joues tout de suite et t'as pas à te casser la. Ouais, tout à fait. C'est le jeu qui est garant du bon respect des règles, du bon respect des règles. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines tribus que je jouais pas correctement, et voilà, quoi. Ok, merci Valentin. Allez, on va maintenant passer. Il reste un coup de cœur, coup de gueule. Fais le mien. Ouais. Et moi? Ah oui, pardon, et toi aussi. Comme d'habitude, tu m'oublies. Honneur à toi alors. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, j'ai d'abord un coup de gueule, mais contre les éditeurs de livres, en tout cas en version francophone, qui attendent toujours 50 ans avant de sortir une version poche de leur bouquin. Par exemple, le tome 13 de Game of Thrones, il vient seulement de paraître en poche, alors que la version grand format qui coûte 3 fois le prix, ça fait 1 an et demi, je pense qu'elle est sortie en version traduite. Ça fait juste chier. Je sais bien qu'ils veulent qu'on dépense notre fric, mais pour les grands bouffeurs de livres comme moi, ça fait beaucoup d'argent. Alors j'ai un avis mitigé sur Marvel Agents of Shield, qui est la nouvelle série qui est sortie, qui est pas mal, mais j'ai quand même des doutes quant au futur. Et un gros coup de cœur parce qu'il y a Big Bang Theory qui reprend. C'est bien. Grumpy. C'est quoi là? C'est la saison 6, 7 7. Coup de cœur, coup de gueule suivant, le mien donc. Coup de gueule. Coup de cœur. Mon coup de cœur pour ce podcast, c'est la Steam OS. Je sais pas si vous avez entendu parler de cet engin et la Steam Box. En fait, l'équipe.
C'est pas le fameux truc de Steam là qui permet de jouer. Ouais. Exactement. Donc en fait, Steam, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme qui permet d'acheter des jeux pour pas trop cher et qui est détenue par Valve. Qui est détenue par Valve, les mecs qui ont fait. J'ai acheté Worms comme ça. Ouais, voilà. T'achètes en fait le CD, mais le CD t'envoie sur un site qui te permet d'avoir le jeu. Ah non, pas du tout. Là, t'achètes le jeu dématérialisé, donc t'achètes le code, puis t'installes. Oui, mais au départ, ça fonctionne comme ça. Au départ, ça fonctionne comme il l'a dit. D'accord. Au départ, t'achetais le jeu, et en fait, c'est le jeu qui gérait le live, donc tu l'enregistrais dessus, et ensuite, tu peux le retélécharger à l'infini. Ouais, t'avais plus besoin de ton CD. Tu mettais le CD une fois. Ok. C'est la même chose qui se passait quand t'achetais Half-Life. Ouais. Tu devais installer Steam, Ah oui, et puis ensuite, vrai, tu authentifiais ton Half-Life dans Steam. Oui, Donc ça portait garant que t'avais un truc authentique, quoi. Voilà, c'est bien, très bien. Donc, cette fameuse société a créé la Steam OS, qui va être un système d'exploitation qu'on va installer sur un ordinateur. Comme on installe Windows, on va installer ici le Steam OS, qui va être un OS spécifiquement pour le jeu. Donc on va pouvoir acheter un ordinateur avec une bonne carte graphique, un bon CPU, je sais pas, quelque chose comme ça. On va installer le Steam OS dessus et on va pouvoir installer directement nos jeux et directement jouer avec la manette reliée à notre PC. Alors il faut savoir que ce SteamOS va pouvoir être installé sur n'importe quelle machine. Donc si vous avez acheté une petite machine assez bien foutue pour le jeu, hop, vous allez pouvoir installer le SteamOS et jouer tous les jeux, etc. Mais vous allez me dire, bah ça c'est sympa, si on a un peu l'esprit bidouille et un petit peu l'esprit, on constitue une machine pour jouer, c'est très bien. Mais ils vont aussi sortir leur Steam Box, qui va être une console de jeu que vous allez pouvoir acheter, et du coup cette console de jeu va être reliée directement à Steambox. Donc si vous avez des jeux sur Steam, moi j'ai quelques jeux sur Steam, j'ai Counter Strike, des of Defeat, et ce genre de choses, directement vous allez acheter cette console, mais sur Steam il y a les derniers jeux qui sont sortis, il va bientôt avoir GTA 5, etc. Donc sur cette console, il y a tous les derniers jeux qui sont sortis et vous allez pouvoir facilement y jouer en fait, c'est ça. Ouais. Mais je pense aussi qu'on a déjà parlé dans un on y a déjà joué, oui c'est ça. Et oui, on y a déjà joué, mais c'est confirmé en fait ça s'est confirmé cette semaine. Il parlait pas aussi de faire du cloud gaming avec ça plutôt. Ah bah du coup tu es un peu en cloud gaming parce que tes jeux tu les as pas chez toi. Non, je suis d'accord, mais justement c'était ça l'idée, je pense, du SteamOS, c'était que tu pouvais l'installer sur n'importe quel système pour pouvoir faire du cloud gaming et ne pas être hardware dépendant de ta machine. C'est juste une partie des jeux qui le permettraient. T'as le SteamOS, ça tu peux mettre sur n'importe quelle console ou ordinateur et jouer avec ta manette. Et puis d'un autre côté, il y a Steambox, il y a leur Steam, console directement connectée au compte, sûrement avec moins un aspect bidouille, comme t'as dit, c'est plus direct et plus rapide d'accès. Moi j'ai mon compte Steam avec mes jeux que j'ai achetés. Imagine maintenant j'achète la Steambox, je vais retrouver tous mes jeux que j'ai achetés sur Steam sur ma Steambox. Sur la Steambox directement. Voilà. Et du coup, l'avantage de Steam quand même, c'est ces putains de promotions qu'ils font aux jeux à moins 75%. Tu peux te payer des jeux à $5, enfin 5 €. Franchement, c'est le plaisir. Quoi. T'as un jeu indie à 5 €, c'est sympa. C'est tout sur le disque dur de la console ou non, c'est sur les bases de données de. Bah disons quand tu vas installer le jeu sur ta Steambox, tu vas le télécharger et pif, tu le lances. Mais imagine, ta Steambox crame, ou alors t'achètes un ordi parce que tu veux plus jouer sur ta Steambox, tu peux jouer dans les deux, tu vois. T'as ton compte. Et sur ton compte, t'as tes jeux, quoi. Ouais, donc tes sauvegardes sont chez eux. Voilà, et du fait que t'es sauvegardé chez eux, ils te donnent accès au jeu. Exactement. Donc quand tu allumes ta Steambox, tu vas rentrer ton mot de passe et ton login en fait tout simplement, et du coup tu vas accéder à ton compte et tu vas pouvoir télécharger tous les jeux que tu as achetés. Ça c'est bien, tu peux changer d'un jeu à l'autre sans te lever. Oui, ça Pastaga qui s'il nous écoute serait content. Sans la seconde espèce. Pastaga si je nous écoute. En fait c'est Pastaga qui a créé la société sans se lever de son fauteuil. N'empêche, Pastaga c'est quand même le seul gars qui avait acheté des interrupteurs contrôlables à distance. La chairbox, tu restes assis. Allez. Mais pour info, la le SteamOS, c'est basé sur un Linux à la base. Oui, c'est ça, c'est basé sur un Linux, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, suite à cette annonce, t'as Nvidia qui a enfin délivré sa documentation pour que les développeurs Linux puissent faire des drivers un peu corrects. Mais d'ailleurs, je pense que ça risque d'être un concurrent à la Xbox et à la PlayStation. Personnellement, moi, je suis plus intéressé par une Steambox que par une PlayStation. Il y a la fameuse Nvidia portable. Il y a la nouvelle console Nvidia portable et qui a été mise en avant avec la sortie de VMware OSX 5.5 qui permet de virtualiser les GPU à partir de maintenant et pouvoir faire du cloud gaming. Ça, on avait parlé dans le Geeks League ensemble, je pense, le 69, je pense. Mais
c'est vrai que, enfin, moi personnellement, je suis plus intéressé par une Steambox par exemple que par une Xbox One, clairement. Surtout que le prix était un peu plus bas, donc pourquoi pas. Je pense qu'ils vont séduire des personnes. Et puis surtout que chouette. Steam, ce qui est bien, c'est qu'ils sont ouverts à tout. Oui. Donc ça veut dire que tous les jeux, même si c'est pas Valve qui les font, ils les ont. Un autre point Et positif. surtout plein de genres de jeux. Après, j'arrêterai après, j'arrêterai de vanter la société Valve. Ils t'ont payé combien? Oui, moi, j'ai une Steambox gratuite. Je suis arrivé, Wally, il avait une Porsche garée devant. Mais en fait, eux, c'est quand même un truc sympa, c'est qu'on va pouvoir prêter des jeux. Donc imagine, j'ai acheté un jeu dématérialisé, tout simplement. J'ai acheté Limbo. Tu connais Limbo. J'ai acheté Limbo sur mon Steam. Imagine, je veux le prêter à Titi. Je dis, Titi, il est dans mes amis, donc il faut qu'il soit dans mes amis depuis plus d'un mois, par exemple. C'est comme ça que ça marche, je pense. Titi est dans mes amis depuis 6 mois, par exemple. Je dis, Titi, je te prête Limbo. À ce moment-là, moi, je peux plus jouer à mon Limbo parce que j'ai prêté à Titi. Ouais. Mais Titi, pendant un mois, il peut jouer à mon Limbo. Et au moins, t'es sûr que le jeu, il revient pas griffer. Bien joué. Voilà. Et du coup, c'est bien joué parce que on continue à pouvoir prêter nos jeux. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est ce qui m'énerve sur la PlayStation 4. Tu pourras pas prêter tes jeux. Apparemment, maintenant, ils sont quand même en train de faire. Ils ont compris. C'est la Xbox qui empêche de le faire. C'est Xbox One. Ils vont maintenir ça. Non, ils se sont rétractés parce que tout le monde les a un peu boycottés à cause de ça. Ouais. Bon, allez, maintenant, il me semble que c'est le moment que tous les auditeurs attendent depuis le début. Dis, pourquoi tu prends l'accent québécois? Je ne sais pas. Moi, je propose qu'on arrête maintenant encore. Et donc, c'est la minute des seins de la madame du coloc. Ouais! Allez, c'est parti, jingle. Alors voilà, je me présente, Olivier, coloc d'un geek, ma première expérience. Et donc, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Et ben voilà. Bit sur l'antenne, bit. Bit. Il oublie chaque fois qu'il dit bit. J'ai oublié qu'il y avait bit à la fin. C'est vrai, je ferai minute 05. Eh ben, il a voulu faire croire que j'étais le petit privilégié qui passera en dernier, sous prétexte qu'il avait oublié. Eh ben, comme maintenant il me reste que 40 secondes, et le temps que j'explique, il m'en reste plus que 30. Eh ben, je vais encore expliquer, maintenant il m'en reste plus que 25. Eh ben, sur les 20 dernières secondes, je vais rien dire. Téléportation hip-hop. C'est ma minute, ta gueule. Merci. À prochaine. Elle est géniale. Merci, coloc. Une bonne minute. Une bonne minute de boycott. Merci, le coloc. Bon, donc, clôturer ce podcast. Avec un petit mot de la fin de chacun. Orlando, ton mot de la fin? Écoutez, encore une fois, on s'est bien marré. Alors par contre, Dofus, au niveau du quiz, j'étais un peu nul, donc il faudra que je me rattrape la prochaine fois où j'utilise Internet. Tu peux venir dans ma guilde, je t'apprendrai. Tu peux commencer Dofus. Je vais essayer dans la semaine. Arrête ton boulot et tout ça, quoi. Tu dois aller sur le serveur Goultar. Goultar. Je prends note. Faut recruter. Et tout On ça, va recruter. dire que tout ça, c'est moi qui ai initié, tu vois. Je paye les joueurs par semaine en Kama, attention. T'as pas honte d'avoir initié tout ça? C'est vrai. En fait, le pire, c'est que j'ai initié tout le monde et je me suis retiré, tu vois. Tel un initieur du mal, tel un, je sais pas comment dire. Oui, mais cavalier ton d'année. personnage vit toujours. Un cavalier d'année, tu vois, ouais. D'ailleurs, il a encore les codes d'accès. Le dis pas, parce qu'il est putain de pirateur. Il a encore les codes d'accès. Une fois que je suis 200, il va me le voler, en fait. Il va changer les codes. Tout à fait. Et puis j'irai danser nu sur la place d'Astrub. Il va revendre le en compte. mode héroïque, là, je fais. Un niveau 200, ça peut se revendre 500 €. Ah bah voilà, j'en revends, hein. Je connais quoi les mots de passe. Récupère mon bonhomme. C'est lié à mon mail, de toute façon. Bon, allez. Donc, Pardon. Grumpy, ton mot de la fin, s'il te plaît. C'était bien comme d'habitude. Ok, merci. Titi, ton mot de la fin. C'était vraiment bien sympathique autour de la table. J'ai un peu de mal, du coup, avec toutes les digressions pour mon sujet. T'es passé à la fin, hein. La fin, c'est le plus dur, hein. Voilà. Un petit peu d'amertume là-dessus, mais sinon, c'est vraiment Oh, sympa, faut pas d'amertume. Voilà, non, mais je vais. On coupera au planifier montage. ma vengeance. Ce sera parfait. M'en fous, j'ai qu'une minute. Valentin, ton mot de la fin.
Il a tremblé pour ouvrir sa bière. Ouais, j'attends d'ouvrir ma bière exprès pour le mot de la fin, là, tu vois. Le colloque, ta minute de la fin. Les seins de la coloc. Et ça c'est pour après, c'est pas tout de suite. On espère qu'il y aura assez de batterie dans la caméra. Il y en a, c'est relié USB, donc c'est inépuisable. Voilà. La source est non tarissable. À la digue est montrée. Hein. Ah ouais, ok, c'est parti. Hein. Tiens, tu peux la balader si tu veux. Non, à la deuxième session. Ok, ça c'est pour la fidélité des clients. Voilà. Alors si vous achetez 2 t-shirts Geeks League, vous aurez droit à une photo des seins de la coloc. Tout à fait. On pourrait mettre un motif Geeks League. Et toi? Ok, bah écoutez, mon mot de la fin, pour moi c'est un bon podcast sympathique. Ça me fait plaisir d'avoir le retour du colloque dans ce podcast. J'essaierai de revenir, mais pas évident. Et c'est pourtant, on en fait un amur, hein. Ouais. On en fait quelques-uns un amur. On a eu une chier de date qui n'allait pas. C'est vrai. Mais en tout cas, ça m'a fait très 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 plaisir de te revoir dans ce podcast. Et grâce à Dofus, que Titi m'a donné l'info sur Dofus, comme quoi, venez jouer à Dofus. C'est vrai. Dofus, En fait, ça fait un an que je t'invite, alors du coup. Et la seule fois où j'oublie de te dire qu'à Geeks League, tu me téléphones. Tu me téléphones en dire... panique jeudi soir à 22h. Ah, faut dire, mais tu fais Geeks League. Bah ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Donc c'était un chouette podcast, je pense, assez sympathique. Une bonne ambiance. On voit quand c'est pas les Wallows, il y a plus de monde. Il y a plus de monde quand c'est pas les Wallows. Alors, j'aimerais bien remercier la chatroom qui était nombreuse ce soir à avoir participé au podcast. J'aimerais remercier mes chroniqueurs d'être venus ce soir. Alors, je vous rappelle que Geeks League, c'est un site www.geeksleague.be. On est sur Facebook, on est sur Twitter. On vend des t-shirts sur la boutique Geek. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc, voilà, tout simplement, voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, le site a vraiment été mis à jour et ça vaut vraiment le coup d'œil. Oui, il est beau, voilà. J'ai vu ça aujourd'hui. Le site a été, tout beau, merci Titi, oui, le site a été mis à jour, donc maintenant il est responsive, il est vraiment, il met en évidence un peu plus, beaucoup plus le podcast et le podcast vidéo qu'on génère, donc n'hésitez pas. Surtout, on peut accéder à certains passages, on n'est pas obligé d'écouter tout en un bloc, on peut un peu jongler entre les vidéos, enfin c'est vraiment bien. Voilà. Si vous n'avez pas le temps d'écouter tout le podcast, on peut cibler par sujet, en vidéo, voilà. Un peu plus à la carte, c'est bien. Voilà, tout à fait. Donc merci à Xleague de nous permettre tout ça, hein, bien sûr. Et donc je veux vous donner rendez-vous dans 15 jours pour le prochain podcast. D'ici là, amusez-vous bien et surtout, oui. C'est quelle date, 15 jours? Je sais pas, le 12, oui, peut-être, oui. Si j'ai mon PC, je vous le ferai en live de Budapest. D'accord. Wow. C'est le 12. Attends, mais il y a un mec qui est au Japon là. Hein. Le 12 octobre. Ouais, mais le Japon, c'est rien. Parce que... Faut que tu fasses le Japon, ils ont des PC. Là, je suis à Budapest. Ils connaissent pas. Si tu le fais au Groenland, mon gars, c'est comme les 5000 nourrissages à Pou. Oh putain. Ouais. Bon rien à la clé. T'auras rien après. Je suis un peu chaud thune, donc j'y vais en vélo. Et dans 2 mois alors. Allez, on clôture ce podcast. Amusez-vous bien, on vous donne rendez-vous dans 15 jours et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.